t'es un parmi tant d'autres. Mhm. Comment tu te démarques, tu sais? Après ça, c'est soit que tu fais un truc super bon puis que t'es reconnu ou t'as un bon post sur Reddit peut te propulser comme c'est inimaginable. Mais le monde ne met pas d'énergie là-dessus. Ouais. Faire des conférences, ça fonctionne, one-on-one. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Jean-Luc Sancartier, VP Sales et Marketing chez SBI, une firme d'AI et Data. On parle de l'évolution du modèle d'affaires média au Québec, de construire son réseau et son audience et de l'utiliser pour propulser sa carrière, de vente enterprise, travailler chez Google et plus encore. Ah, puis on donne pas mal de tips and tricks sur comment utiliser l'AI en entreprise. Alright, on passe au show. Let's go! Jean-Luc Sancartier, bienvenue sur Ça se passe. Citation, tu l'as eu? Ouais. Très content d'être ici. Un fan. Nice. Ben, je suis content de t'avoir, man. Pour le monde qui te connaisse pas déjà, ton nom, ton titre, ton profil rapido. Jean-Luc Sancartier, je suis Lyon ascendant de Lyon. Je viens de Montréal, je travaille chez SBI, qui est une compagnie de services AI Data. Je suis VP Marketing Finance. Nice. Marketing Finance. Marketing Vente. Marketing Pas vente. une bonne idée. Confirmé. Fait que ton background, toi, t'es un gars qui a travaillé beaucoup en sales, en marketing, sous un background de médias puis d'AI beaucoup. Ouais. Ça va ça, mettons? Oh, ouais, je te dirais, diagramme de Venn, là, tu peux mettre sales, marketing puis tech. Puis tu peux choisir lequel, selon la semaine, je suis dans quel cercle. OK, parfait. Puis SBI Group, mettons le rôle que tu représentes aujourd'hui, comment tu ferais un pitch d'ascenseur sur cette compagnie-là? On est une compagnie de 350 consultants à travers le monde. C'est une compagnie française que le bureau de Montréal est plus gros. Yes, que le HQ. On fait tout ce qui tourne alentour du data, tout ce qui est alentour du AI, puis EPM. Les gens ne savent pas c'est quoi, là, mais c'est performance financière. Fait qu'on aide les compagnies à se transformer, tout ce qui est finance, côté data, choix de logiciel. Okay. Fait staffing, fait que quelqu'un qui a besoin d'une personne pour un projet pour 2 mois pour accélérer son équipe, on met du monde dans les entreprises. C'est qui vos genres de clients type, mettons? Ah, bonne question. On passe de Air Canada à Chanel à petite, moyenne PME. Mettons. OK. Moyenne PME. Fait que quand même, c'est des grosses business, là. C'est pas... Non, mais je te dirais, tu sais, shout out à Étienne aujourd'hui qui a signé un client qui sont sans employés. OK. Fait que, un peu de tout. C'est bon. Avant, ça s'appelait Solution BI. Ouais. Fait qu'est-ce qui a motivé le rebranding à SBI Group? Appellerais-tu une compagnie pour faire du AI ou du EPM quand tu t'appelles Solution BI? Personnellement, non. Ouais, c'est ça. Voilà. Fait que c'est un rebranding pour justement pouvoir aller dans les verticaux qu'on voulait aller avec le bon nom. Aussi simple que ça, puis mauve, c'est plus beau que rouge. Mauve, c'est plus beau que rouge. OK, c'est bon. Hey, dude, t'as un parcours quand même riche, là, tu sais. Dans mes notes, j'ai iWeb, t'étais Early, employé 8, ouais. Bell Media, TVA, Attraction Media, Move AI, Google, puis maintenant SBI. Yes. Fait que t'as eu, je pense, un point de vue privilégié par rapport à l'évolution du média et de la tech au Québec. Puis moi, spécifiquement par rapport aux médias, j'ai envie que tu me dises, mettons, dans les 20 dernières années, quels changements principaux t'as vu arriver? Hey, je vais commencer au début, là. Tu sais, quand tu dis Bell Media, moi, j'étais chez Astral. Puis avant d'être chez Astral, j'étais chez Musique Plus. Musique Plus a acheté... Astral a acheté Musique Plus. Bell Media a acheté Astral. J'étais le premier Twitter jockey. Juste pour te dire, on faisait du médias sociaux à la télé. On the edge à Musique Plus, on s'entend, là. Pour les plus jeunes, Musique Plus, c'est comme YouTube, mais de la musique live. Je te dirais, ce qui a vraiment changé, là, c'est le modèle de revenu est mort du jour au lendemain. C'est avec l'Internet, on a vu vite la courbe où est-ce que il y a eu un breaking point, où est-ce que YouTube est devenu super populaire. Mettons Musique Plus, là, c'est mort quand YouTube est devenu populaire. C'était mort. T'sais, pourquoi t'attendrais pour écouter ton clip? Ou même les artistes lançaient leur nouveau contenu par eux-mêmes. C'était leur propre média. Même principe que les équipes de hockey, les équipes de sport qui sont devenues leurs médias avant d'avoir besoin de la télé. Gros changement. Sinon, juste un changement de culture vers les plateformes. Où est-ce que tu demandes ton contenu, tu veux écouter ça, c'est là, right now. Puis tout ce qui est génération, les télévisions génériques, mettons TVA ou name it, de CBS,
le switch a tellement été tard vers les nouvelles plateformes. Okay, c'est le plus gros blâme que j'ai donné tout le temps à ces médias-là, c'est de pas avoir voulu prendre la vague. Puis, tu sais, ceux qui l'ont pris, tu sais, mettons, Much Music, MTV l'ont pris, survécu, ils font encore beaucoup d'argent. Ceux qui l'ont pas pris, ça va pas bien. Puis, tu sais, le gros problème là-dedans, c'était super simple. C'est que le monde qui travaillait en médias, il calculait en lecteurs, il calculait en code d'écoute. Ouais. Puis, tu sais, quand moi, je travaillais là, j'étais vraiment un chien dans un jeu de quilles. Là. C'est que comment qu'on s'en fout qu'il y ait 1 million de codes d'écoute si ton show fait moins 10 000 $ par épisode? Tu sais, quelqu'un qui doit comprendre ça, c'est bien toi. Tu sais, fait que, tu sais, moi, je calculais vraiment, tu sais, on fait quelque chose, c'est-tu rentable ou pas? Mais eux, c'était comme, mais c'est bon pour la culture, ou c'est, on va trouver une subvention pour ça. C'est pas viable, tu sais. Puis là, après ça, les autres plateformes sont venues. Ils ont vu souvent comme ennemis au début. Tu sais, j'ai une bonne histoire, là. À La Voix, j'avais eu une commandite de 1 million de Facebook pour mettre un logo puis faire Facebook Live. Rien, là, il nous a donné un boot, on faisait un petit 1 minute avec un gagnant. Il nous donnait 1 million de crédits sur Facebook. Qui s'excuse? Facebook. OK. On travaillait avec Facebook. Puis le monde me disait, on fera pas ça, là. J'étais comme, tu comprends pas qu'est-ce que je peux faire avec 1 million de dollars gratis. C'est sûr, je peux aller en chercher 4, 5, 6, construire des plateformes. Tu sais, TVA Nouvelles, ça, sur le web, c'est une machine à imprimer de l'argent. Okay. Mais ça vient avec ces crises-là. Mais il y avait tellement une réticence, une peur des nouvelles plateformes par les dirigeants. Puis une mauvaise connaissance aussi. Puis, tu sais, je prends le blâme un peu, tu sais, parce qu'on n'a pas été super bon à éduquer les exécutifs, mais il y avait une peur. Ça fonctionnait tellement bien pendant longtemps. Puis le monde s'est dit, ils vont revenir. Ils vont revenir. Les annonceurs vont revenir. Puis, parce que le modèle d'affaires des médias traditionnels, si on avait à le résumer, ce serait la publicité. 100% la pub. Puis juste ça, rien d'autre. Puis les annonceurs, dirais-tu que c'est juste fair de dire qu'ils ont suivi un peu les paires de yeux puis d'oreilles qui allaient sur les nouvelles plateformes, sur les réseaux sociaux? Les annonceurs, tout ce qu'ils veulent, c'est vendre des choses. Ils vont... Ceux qui ont fait le switch, puis souvent, c'est drôle parce que tu voyais les budgets qui tranquillement descendaient d'une plateforme à l'autre, mais tu sais, le même exposure, le même résultat coûtait de loin moins cher en ligne. Fait que, mettons que le même annonceur disait, on va rester chez vous, mais on va vous donner 100 000 $ online au lieu d'1 million à télé. Puis, ça fait quand même un gap de 900 000 au bout de l'année. Pour le même résultat pour l'annonceur, par exemple. Il vend autant de shit. Il y avait un gros frein là. Puis le numérique était tellement en retard sur souvent les vendeurs. Là, maintenant, je suis plus en vente, que je peux prendre une partie du blâme, là, mais ils donnaient le web. Tu sais, prends-moi une pub à télé, prends-moi une pub dans les journaux, puis je vais te donner 15 000 $ online. OK. Ils voyaient, c'était un peu des vendeurs. Dévaloriser un peu cette valeur-là. Inventaire-là en ligne pour les médias. Puis tu sais, souvent, le monde voulait qu'on vende ça en premium sur nos sites. Puis t'avais juste un gars, un wise marketing chez Adviso ou chez whatever, qui disait, je vais acheter la même pub par Google, ça va me coûter 2 cents au lieu de te payer 2 $ par 1000, tu sais. C'est comme... C'est... la transformation numérique a été vraiment painful dans tous ces médias-là, puis la plupart l'ont jamais bien réussi. Y en a-tu des joueurs médiatiques au Québec que tu as l'impression qu'ils ont bien progressé à travers le virage au numérique qu'on a vécu dans les 20 dernières années? Traditionnel? Ouais. Non. Pas full, ouais. Tout le monde a coupé ses TVA. Il n'en reste pas grand-chose. Bell Media coupe à tous les 2 jours. Pas vraiment. Astral n'existe plus dans Bell Media. Je te dirais, ce qui survit le plus avec une efficacité inimaginable, c'est la radio. Ah ouais? Ouais, la radio, ça a été lean depuis vraiment longtemps. Tu sais, eux, là... En termes de coût, tu veux dire, lean? Okay. Ouais, tu sais, il y a plus de 279 producteurs qui est là, qui écoutent. C'est lean, la radio, là. Puis ça fait longtemps qu'ils ont débuté à couper leurs coûts, puis ils survivent, puis tant que le monde va être dans leur auto. Tu sais, les gens pensent que, oui, on est un podcast, mais les gens écoutent la radio le matin, tu sais. Encore, ouais. C'est pas l'Arcan, là. Pas l'Arcan, c'est une machine à vendre de la pub, là. Puis, aujourd'hui, mettons, y a-tu des nouveaux médias émergents, puis on va s'en aller vers l'intelligence artificielle, là, puis la tech, mais y a-tu des nouveaux médias émergents au Québec de nouvelles générations qui te font triper ou qui t'impressionnent ou que... C'est drôle, hein, parce que dans le studio ici, tu sais, il y a plein de pancartes de podcasts. Ouais. Tous ces podcasts-là,
je trouve que oui, le podcast, la longue version est bonne, là, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est les médias qui réussissent à avoir une shot de 10-15 secondes que tu l'écoutes, puis tu referais en haut, en bas, juste pour la réécouter. Je pense que ceux qui ont bien vraiment compris de prendre des influenceurs puis d'en faire de la télé numérique, je pense que c'est eux. Fait que je te dirais, c'est plus les influenceurs par eux-mêmes. Au lieu d'être un brand, c'est une personne que t'écoutes. Je pense juste à ma blonde, elle tripe sur whatever, influencers. Cette personne-là peut faire whatever comme podcast, whatever comme stories, puis te garantir que la vie arrête puis elle l'écoute, là. Fait qu'il y a une... Puis North City. Je te dirais North City, c'est Urbania, North City. Ouais. Urbania, un grand fan, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la télé qui paye tout le reste, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ils font Urbania, tout le monde connaissait les magazines, tout le monde connaissait leur site web. Ouais. Mais ils font aussi de la télé. Ouais. Puis la télé paye une grosse partie du reste. Les subventions. C'est des émissions, je connais pas beaucoup. Ils font quand même beaucoup de... Bon, j'écoute pas tant la télé, mais ils font beaucoup de shows, tout ce qui est culture, avec influenceurs 30-40 ans. OK. Ouais. Donc, ça fonctionne bien. Philippe, c'est un entrepreneur vraiment bon, là. Tu sais, survivre en médias aussi longtemps dans une entreprise indépendante, là, soit bon, là. Il parlait un jour. J'aimerais vraiment. En plus, ils ont des beaux bureaux. Ils sont pas si loin. Mais Philippe, c'est un entrepreneur hors pair, là. Ouais. Puis une bonne personne. T'es pas le premier à m'en parler comme ça. C'est pour ça que je te dis ça. Puis le gars de North City, j'oublie tout le temps son nom aussi. On mettra dans les show notes. Se renouveler comme ça à chaque année après, tu te fais frapper par l'algorithme de Facebook, là, tu mets ton argent sur Instagram, tu te fais frapper par Instagram, d'être capable d'innover, de trouver des nouveaux moyens de t'en sortir, là. Ce gars-là a une résilience intuable. Puis, t'as mentionné un fait intéressant, c'est que tu peux produire autant ou beaucoup plus de contenu à partir d'une source beaucoup plus petite qui est l'individu, mettons. Ouais. Tu as parlé des créateurs de contenu, des influenceurs qui deviennent des marques eux-mêmes. Fait que ça, c'est cool. Eux, ils monétisent souvent avec du contenu sponsorisé. Ils ont une offre dans le back-end, que ce soit des produits physiques ou logiciels. Il y a plein de modèles d'affaires, mais comment... Si quelqu'un te dit, moi, je tripe sur le média, produire du contenu, diffuser des trucs, mais je veux faire du cash, mettons, quelqu'un te pose cette question-là, tu dirais, c'est quoi un modèle d'affaires moderne de média qui fait du sens? Genre? Ben, je dirais de pas faire ça. Ça serait ma première recommandation. C'est pas un milieu facile, puis la compétition est énorme. Je te dirais... Intéressant. Mais pour vrai, je dirais de trouver une niche bien précise, essayer d'aller le moins large possible. Puis, mettons, il y a un podcast, je me souviens plus son nom, là, mais le gars, c'est super précis sur un modèle financier dans une banque, des banques. OK, ouais. Je pense qu'il y a 10 000 views. Le gars, il est multimillionnaire. Parce qu'à ceux qui parlent, c'est des brokers super spécifiques qui sont vraiment bons là-dedans. Nice. Fait que tu trouves une niche, tu vas là-dedans, puis tu trouves du monde qui sont prêts à te payer pour le faire. Ouais. Parce que quand t'es très vague, tu vas te ramasser à vendre du BHD Everyday, puis des affaires comme ça. Là. Ouais. Ouais, ben il y a une partie de ça qu'on fait avec Ça se passe, qui est de dire genre hey, on va target beaucoup les founders puis les professionnels en tech, puis focuser sur la qualité et non la quantité de l'audience. Mais cette qualité-là, c'est aussi est-ce que ce sont des gens qui ont de l'argent et des incentives à genre s'impliquer dans ce que toi t'as à faire. Tu sais, moi. T'as un bon exemple dans tes sponsors, là. Exact. Le chiffre, là. Ouais, exact. Ben, ils sont moins maintenant dans les startups qu'avant, mais là, ils ont une nouvelle offre que je me souviens plus comment ça s'appelle, là, mais... Pourcent. On les salue. Mais je veux dire, ils te donnent de l'argent parce que tu parles à leur public cible. Ils sponsorent rien d'autre, là. Exact. C'est juste que c'est précis ce que tu fais, tu sais. Exact. Puis je pense qu'une fondatrice ou un fondateur de SaaS qui est en croissance, puis ça a une valeur comme audience bien plus que plein d'autres types d'audience. Que tous les posters de l'autre côté, là. Ouais, ben ça dépend. Faut que tu gages ta qualité puis ta quantité puis ton modèle d'affaires en fonction de volume ou de densité. Mais tu sais, dans ce cas-là, tu sais, si t'es une influenceuse qui parle de bikini puis de beach day everyday, t'es mieux d'aller vraiment all-in avec un plus grand cible. Là. Exact, c'est ça. Mais tu sais, même en vente, t'es mieux. Tu fais un événement, t'es mieux d'avoir les bonnes personnes dans la salle pour leur vendre quelque chose après que d'avoir large audience. Là. C'est intéressant. Tu dirais-tu que genre, c'est-tu cliché de dire genre,
chaque individu est un média ou chaque compagnie est un média. On dirait que je sens que c'est vrai, mais Ouais. ça sonne cliché à dire, genre. C'est ça que je prêche pour ma paroisse. Je me considère pas comme un média moi-même en tant que tel, mais on s'entend, c'est ce que je fais. Je crée du contenu pour ma communauté. Ouais. Je reçois de l'argent de compagnies pour écrire sur leur contenu, sur leurs produits. Est-ce que je suis un média? Moi, je me considère pas comme un média, mais je peux comprendre pourquoi certaines personnes me considéraient comme un média. Ouais. Mais je pense que si t'es un entrepreneur ou si t'as quelque chose à vendre ou quelque chose à dire, sans être un média, tu peux devenir une personne de référence. J'aime pas le temps le mot influenceur, mais personne de référence dans ton milieu. On va dire la même chose qu'influenceur, mais dans d'autres termes. Ouais, ou une autorité. Ouais, une autorité, tu sais, Ouais. je crois à ça. C'est pas tout le monde qui est un média. Tu sais, il y a eu un bout là où est-ce que Pepsi voulait devenir une compagnie de médias avant d'être une compagnie de Coca-Cola, là, tu sais, c'est comme, c'est la grosse mode de ça. Non, je dirais, c'est pas tout le monde qui devrait être un média, c'est pas tout le monde qui doit être un média, d'ailleurs. Il y en a qui sont mieux derrière la caméra que devant. Mais si t'as quelque chose à dire, moi, c'est un des conseils que je donne tout le temps aux entrepreneurs. Tu sais, même si t'as une audience de 15-20, si on en revenait au chiffre d'avant, mais tu parles aux bonnes personnes, qui s'intéressent, go for it, créer ton contenu. Là. Ben, vu qu'on a ouvert la porte, on va rentrer tout de suite dedans cette dimension-là. Parce que, d'ailleurs, toi, tu as été une des personnes qui m'avait aidé puis qui m'avait conseillé un peu quand moi, j'avais été approché par une compagnie privée pour faire du contenu, puis j'avais jamais vraiment fait ça. Fait que c'était intéressant de découvrir comme cette relation commerciale-là qui existe, puis j'avais pas créé mon audience pour ça, mais on l'a essayé une fois, tu sais, ça a bien marché, OK, cool, intéressant. Toi, tu crées ton audience, tu la construis, tu la nurtures, tu l'entretiens, mettons, depuis longtemps, tu sais, en juste avant qu'on enregistre, tu me disais, moi, j'avais un blog en 2002, je pense, ou je sais pas quoi. C'était early, ces médias sociaux. Sur LinkedIn, t'as un bon following. C'était-tu intentionnel? C'était-tu parce que t'as une grande gueule pis t'as toujours de quoi à dire? C'était-tu, tu sais, parle-moi de ça, genre. Ça fait vraiment longtemps que je suis sur le web, là, first. Mon premier site, j'ai fait ça à 16 ans. On a vendu des sites avec mon meilleur ami vraiment jeune, peu importe le... C'était quoi la stack? C'était quoi l'outil pour le premier site? C'était sur cjb.net. Puis c'était avant WordPress, c'était... Là? Non, c'est WordPress, c'était un twist d'un autre CMS, là, mais ça, j'ai eu Drupal, Name it, on les a tout eus. Je te dirais, tu sais, ça tourne plus loin, là, tu sais, quand j'étais chez MIRC, je voulais être opérateur. Tu sais, j'ai tout le temps voulu, genre, partager des affaires. Puis mon premier blog, c'était un blog perso comme vraiment de la merde, là, mais tu sais, j'avais déjà un gros following. On a eu un site qui s'appelle poil.ca, qui était le premier link dump francophone. C'est quoi un link dump? Un link dump, c'est Reddit ou Dig ou des choses comme ça. Bon. On a fait, ça s'appelle poil.ca, puis c'était vraiment populaire, là. Tu sais, on avait, c'était en 2004. Tu sais, on avait genre du 40-50 000 visites par jour. Calice. Ouais, on l'a vendu, là. Ça a payé des voyages. Merci à Alexandre qui a acheté ça, on le salue. On crée déjà du contenu, je crée déjà du contenu, c'est venu mon blog. J'étais une vedette dans ce temps-là de la blogosphère. Puis j'ai juste le monde, c'est drôle, ils m'ont suivi sur LinkedIn. C'est eux autres aussi, ils étaient jeunes, ils sont devenus professionnels. J'ai switché mon contenu un peu plus. C'est pas si loin de ce que j'écrivais sur mon blog quand tu y penses, là. C'est, j'ai une touche vraiment... j'écris au parler. Oui, je parle de business, mais j'ai tout le temps une histoire alentour. Je me prends pas trop au sérieux. Je te dirais que c'est un pont vers mon blog qui s'appelait keg.ca, qui était geek à l'envers. Fait que, non, ça fait vraiment longtemps que je fais ça. Puis maintenant, je te dirais que je le fais pour moi. Tu sais, oui, j'aime ça le reach. Oui, je reçois de l'argent. J'ai un agent. J'ai un agent que je t'ai envoyé aussi, tu sais. Je reçois de l'argent pour écrire des posts. Je les choisis. Je donne tout mon argent. Tu sais, j'ai pas besoin de cet argent-là. Je le donne à des œuvres caricatives. Tu m'as dit mais c'est hot, ça. C'est quand même fou de penser qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour que j'écrive sur leurs produits. Tu sais, à chaque fois, ça me fait capoter, là. Tu sais, le dernier, c'était OVH. Je suis comme... J'aime OVH d'amour, en plus. Chris, ils ont slidé dans Dami. Ah ouais? Ou Tinbox, c'est OVH. En tout cas, ça pourrait être ça ferait un bon podcast dans le data center, là. Ça serait fou, là. Ah, visuellement, t'es prêt dans le data center. Puis tu fermes les lumières, puis t'as des petites lumières qui clignotent partout, ça serait
insane. Ah, on verra ce clip-là. Ouais. Tu me donneras une commission. Voilà. Mais c'est fou que le monde soit prêt à payer pour être dans du contenu. Moi, je réalise toujours pas là, que du monde sont... Ben, si on veut faire un lay-up ou une passe au SaaS pur et dur ou au tech startup, c'est comme, man, réaliser avec tout ce qu'on est en train de dire là que l'individu a une portée puis un impact tellement fort. Fait que, tu sais, des compagnies comme Haylist de Vicky Boudreau, des services qui te permettent d'orchestrer, mettons, du marketing d'influence avec des nano, gros, peu importe, influenceurs. C'est un channel, là. C'est un fucking real channel. Puis t'achètes. Tu sais, moi, si je parle d'un produit, les gens s'identifient à moi, ils aiment ce que j'écris. C'est sûr qu'ils ont une confiance en moi. Inimaginable quand je leur dis OVH, c'est bon. Parce que j'écrirai pas si j'y crois pas. Ouais. Tu sais, la semaine passée, j'ai parlé d'une startup qui s'appelle Askaya. Askaya, dans le fond, c'est qu'il aide les entreprises qui ont des travailleurs étrangers avec des permis de gérer ça. Parce que, tu sais, quand tu renouvelles pas ton PBT, ben, tu t'en vas, là. C'est fini. Puis ta protéine végétale texturée? Ouais, exactement. C'est un permis vacances-travail. Mais sinon, tu as les permis, tu sais, que les travailleurs étrangers, ça te prend un permis pour travailler au Canada. Ouais, je te file. Puis quand tu te trompes, ben, ça coûte une fortune. Tu sais, c'est dans les 6 chiffres d'amende pour les entreprises. Puis ils sont pas super bons. Fait qu'eux, ils aident ces entreprises-là. Puis je leur parle de ça parce que, peu importe, j'aide les entrepreneurs souvent à leur donner des petits conseils puis dans mon expérience. Puis à ma surprise, sans qu'ils me le disent, là, j'ai comme reçu sur LinkedIn une notification « Askaya voudrait sponsoriser votre post ». Juste parce que j'en ai parlé. Il y a quelqu'un d'intelligent en arrière là-bas qui s'est dit « Hey, si est willing, on va juste mettre de l'argent pour que son post devienne plus populaire. » Puis j'étais comme... Tout le monde gagne. C'est du génie, là. C'est comme si quelqu'un parle... cette feature-là. Ouais, dans le fond, c'est que maintenant, une compagnie peut sponsoriser. Si tu mets tes tags, la compagnie reçoit une notification, puis tu peux choisir de sponsoriser ce post-là. Check-moi bien comment ça taguer. Plein de grosses scale-ups. Est-ce que c'est hot Shopify? Un bon choix. Mais c'est fou, là. Tu sais, quand ils pensaient à ça, je suis comme, il y a quelqu'un qui comprend le marketing là-bas, là. Fait que, tu sais, tout ce qu'on dit là, le fucking stigma ou genre connotation sur influenceur, puis comme t'imagines, mettons, peut-être une femme qui influence des mamans ou des jeunes filles, puis tout ça, puis ou un gars qui influence des jeunes hommes qui veulent apprendre à trader en bourse. C'est un classique. Mais tout ce qu'on est en train de dire là, c'est B2B. Là. T'sais, toi, ta crowd est beaucoup B2B. Moi, extrêmement B2B. Fait que des business peuvent utiliser des petits médias ou des influenceurs en B2B. Moi, je retourne tout le temps à ça, là, puis c'est mon parcours en banque, mais c'est du H2H. Là. C'est humain. Oui, il y a du B2B, là, mais sur LinkedIn, tu parles à un autre humain, mais cette personne-là, c'est peut-être l'acheteur chez Shopify, ou c'est le gars qui s'occupe de whatever. Fait que, oui, c'est un média, là, LinkedIn, mais tu parles à des gens qui ont une influence à quelque part. C'est le temps d'augmenter la densité de talent et d'ambition en tech au Québec le 10 septembre avec la SaaSpass Conf 25, notre première édition. C'est exactement ça qu'on va faire. Ça va être toute la journée à Montréal chez Workleap. Il y a 250 places. Vous pouvez aller sur conf.saaspass.com pour les détails. La programmation va être insane. Il y a des keynotes de GR de Workleap, Raph Paquin, Vicky Boudreau, 2 des co-founders de Gaia, Marc-Olivier puis Olivier. Il va y avoir un pitch party, 5 startups qui compétitionnent devant jury et public. On va closer la journée avec un live pod avec nul autre que Greg Eisenberg, un de mes idoles côté business que j'ai réussi à faire revenir à ses racines de Montréal. Gros Pokémon légendaire, je suis bien content. Tous les commanditaires sont insane cette année. Merci à ce monde-là. Vous pouvez aller les voir sur conf.saaspass.com/commanditaire avec un S. Workleap, Ange Québec, Capital Numérique, Good Bytes Studio, Gaia, Yak, Finalta. Merci tellement. Allez voir leurs AI avatars sur le site. Comme je vous dis, il reste des billets en ce moment, mais c'est sûr qu'on va être sold out. Il y a juste 250 places. conf.saaspass.com pour acheter vos billets. Cheers! Puis qu'est-ce qui te... Là, je prends des détours parce que ça m'intéresse trop, parce que t'as de l'expérience là-dedans, puis t'as une actual audience, puis que je trouve tout ça cool. Fait que, qu'est-ce que tu penses du platform risk par rapport à ton audience? C'est-à-dire que là, dans ton époque blogosphère, I guess que t'avais des email subscribers, peut-être, ou pas? Ben, non. OK. Non, mais de l'autre côté, c'était mon blog, mon pixel. Je pouvais retargeter qui je voulais, quand je voulais. Oui, j'avais leur email parce que pour commenter, moi, j'avais dit qu'ils étaient obligés de se loguer, fait que j'avais accès à tout le monde.
il y avait pas tant de lois dans ce temps-là, là, donc je pouvais spammer qui je voulais quand je voulais. Okay. Mais c'est une bonne question. J'avais cette discussion-là avant-hier avec Laurent Maisonneuve sur... je cherche le nom de la plateforme, là, c'est comme... où est-ce que tu peux... Le monde t'écrit des blogs, puis le monde paye maintenant là, pour te lire. Substack. Exact. Ouais. Puis là, j'avais la question, je m'en ouvre-tu un? Parce que moi, j'ai le problème sur LinkedIn, c'est que c'est 2500 caractères. Moi, ça me prend plus de temps de descendre à 2500 caractères que de me rendre à 2500 caractères. Ouais. Tu sais, j'essaie de... T'es verbomoteur. Ouais. Puis j'essaie de mettre des images. Tu sais, j'aimerais ça. Je me dis, y a-tu du monde qui sont prêts à payer? Puis, tu sais, après ça, cette audience-là m'appartiendrait. Ça fait longtemps que je veux créer une newsletter. Tu sais, une newsletter, ça t'appartient. Tu sais, ça, c'est le meilleur. Pour moi, le meilleur média, vous en avez une. Ouais. C'est le meilleur média by far parce que tough, ça fait moi. C'est tough à builder. Quand tu fais pas juste ça, tu sais, nous, on build le pod, on build la communauté, on a des events, on a la conf, on a le site web qu'on refait. Fait que les newsletters, on vient de pogner 1000 subscribers, puis tu sais, je les grindé. Mais tu sais, en long game, je pense que c'est ce que tu vas être le plus heureux parce que si YouTube demain matin décide qu'il change l'algorithme, c'est fini, là. Oh, ouais. Puis, quand ils vont changer l'algorithme, je vais pas dire quand ça va arriver. Là. C'est l'histoire de la vie. Ouais. Le email, ça reste, pour moi, la valeur pour une entreprise qui n'a rien qui vaut plus cher que ça. Là. Fait que tu le fais pas, capturer et nurture une email list, mais t'es conscient de la valeur puis tu le considères en ce moment. Ouais, ça fait longtemps que je veux le faire. J'ai juste, tu sais, j'ai voulu faire un podcast. Tu sais, je le fais tellement pour moi-même. Oui, oui, c'est une carrière au complet. Exact. Mais ma carrière est basée un peu là-dessus aussi. Là, tu sais, puis, tu sais, je pense que c'est il y a pas longtemps, tu as reçu Émile Fugulin. On le salue, je l'ai pas tagué comme faut sur LinkedIn, je m'excuse. Puis qui disait, tu sais, ton réseau, c'est ta plus belle valeur que t'as, ton networking. Puis il disait, puis j'adore la quote, là, tu sais, que c'est quand t'as un bon networking, c'est comme vivre en easy mode. Ouais. Pour moi, LinkedIn, c'est ça, là. Tu sais, je vais vous donner un de mes trucs de vente, là, c'est quand je veux que quelqu'un, je veux faire un call email, mais je vais l'ajouter sur LinkedIn 2 semaines à l'avance. Ouais. Il va voir mes posts parce que it is what it is, j'ai du reach. Ouais. Puis quand je vais y écrire un email, il va voir mon nom. Ouais. Il va savoir je suis qui. Ouais, tu réchauffes la relation via ton LinkedIn. Exact. Très cool, man. Fait que je m'en sers pour ça. C'est sneaky, mais... Man, je t'en vends. C'est pas... Ouais, exact. Puis, il n'y a pas rien de mal, de mauvaise foi là-dedans. Là, puis s'il veut répondre, il répond. Il répond pas, là. Fait que même pour ta carrière en sales, LinkedIn reste un solide channel. Ouais, je vais aller plus loin, là. J'ai eu ma job chez Google à cause de LinkedIn. Ah ouais? Oh yes. Ben, explique-moi ce soir-là. On va rentrer tout de suite là-dedans. Hein. Quand je suis parti de chez Move, j'étais chez Move AI avant. Ouais. Comme CRO puis CPO, on a lancé un produit, ça n'a pas fonctionné. On a brûlé 1,5 million, on l'a fermé. On va quand même... On va le tabletter. On va en reparler quand même. On va en reparler quand même. Quand j'ai quitté, j'ai comme publiquement dit que je m'en allais, puis etc. Puis un mardi à minuit, j'ai reçu un message de Marc, qui est directeur chez Google Cloud, qui me dit « Hey, j'ai vu tes posts, je sais t'es qui, je cherche quelqu'un qui est habile en communication, qui connaît l'AI, puis qui est bon en vente. Ça te tente-tu qu'on prenne un café? » Il m'a écrit à minuit, j'ai répondu à 2h du matin, mes enfants étaient jeunes, ils dormaient pas. 2 jours après, j'allais prendre un café chez Google, puis that was done. Parce que j'avais une publicité. T'sais, il a vu j'étais qui, puis en plus, je m'étais mis, je dirais pas vulnérable, mais je cherchais une nouvelle job, j'étais pas pressé, je dirais pas que je suis indépendant de fortune, mais tu sais, je peux durer un bon bout. Ouais. Puis je cherchais la bonne opportunité, j'ai reçu le bon email, le bon message LinkedIn. C'était fait, tu sais, le nombre de conférences que je fais par juste le monde qui m'écrit sur LinkedIn, ça te tente dessus. Il y en a plein, là, genre des ventes, là. Hier, j'ai reçu un message, je vais pas le dire c'est qui, là, mais disait, on a ça en AI qu'on voudrait faire, faites-vous ça. Je reçois du inbound sur LinkedIn par mois. Ouais. J'ai eu Google. Pour la business, là. Pour la business, ouais. Ben, personnellement aussi, là, mais je veux dire, pour moi, ça a amené plein d'affaires. Mes conférences viennent de là, des ventes viennent de là. Je travaille mon réseau, vraiment, là. Puis, je fais pour moi, c'est LinkedIn, c'est pas un hobby, là. J'ai 1 heure par jour dans ma journée qui est pour ça, là. Ah, mais ça, c'est intéressant. Tu le traites comme... C'est un channel. Important, ouais, c'est un channel. Autant je réponds à mes emails, je fais des SMS, blablabla. Mais pour moi, écrire. Moi, ça me prend, mettons, 15 minutes d'écrire un post. Okay. 15-20 minutes. Mais j'ai un shitload de commentaires partout. Puis, tu sais, le monde... Mon contenu reach longtemps. Fait que j'ai des vieux posts qui continuent. Je reçois des messages privés. Fait que dans ma journée, là, j'ai au minimum 1 heure
où est-ce que je suis là-dessus, souvent dans le métro, whatever, puis je vais... Puis c'est important, puis tu sais, je vais le name dropper, là, mais Rémi de Mirego m'écrivait hier, il me disait, tu sais, le commentaire que j'ai fait sur un de tes posts a plus de reach que mes propres posts. Fait que tu sais, même moi, je fais ça sur les commentaires des autres parce que c'est le même que tu te construis une communauté, là. Mais ce qui est vraiment le takeaway ici, c'est, nourris-le puis entretiens-le comme s'il était important, ce channel-là, de façon régulière. Puis c'est aussi quand tu dis, moi, j'entretiens mon réseau, mais ça, c'est comme la dimension virtuelle ou numérique d'entretenir ton réseau. C'est cette heure-là que tu investis dans, mettons, LinkedIn. C'est du réseautage. Pour moi, cool, Rémi, en passant. Je t'allais dîner avec lui à Québec. Rémi était dans la blogosphère aussi en 2004. Oui. C'est un OG. C'est quoi son nom de famille? Je m'excuse. Mais on l'aime d'amour. Chose de même, en tout cas. C'est belle carrière en plus chez Mirego. Maintenant, il est chez Premier Tech. Il vend des produits agricoles, je pense. Tu sais, là, le monde écoute ça, tout ce qu'on dit, puis c'est comme, OK, sure, tu peux avoir un reach, ça peut créer des opportunités inbound, tu peux rencontrer du monde insane, avoir une fucking job chez Google si tu te crées une audience puis créer du contenu sur une base steady, mais qu'est-ce qu'on donne comme conseil au monde qui savent, de quoi tu parles? C'est quoi que tu écris? C'est quoi que tu partages, genre? Moi, j'ai comme... c'est drôle, je faisais un live LinkedIn là-dessus la semaine passée sur ma stratégie LinkedIn. Puis moi, j'ai faut que tu te crées... Faut que tu parles de ce que tu t'aimes. Tu sais, puis je reviens tout le temps à mon diagramme de Venn. Là. Moi, je parle de 3 choses. Je parle de tech, puis on s'entend, là, c'est passé de tech cloud à tech AI, tu sais, tout dépendant où je travaille, tout dépendant de quoi je trouvais excitant. Je parle de marketing vente. Puis ce que je fais aussi, là, c'est que, puis tu sais, c'est mon style à moi, mais tu sais, je parle de perso professionnel, là, tu sais, un mélange des deux. Mais tu sais, si je lis quelque chose en AI qui m'intéresse moi, dans ma tête, ça va intéresser du monde qui sont dans ma communauté. Fait que si tu lis quelque chose que tu trouves awesome, partage-le puis écris alentour, tu sais. Ça peut être aussi simple que ça. Je suis pas le seul Jean-Luc, t'es pas le seul dans ton... C'est sûr que tu dois lire un shitload de trucs sur des podcasts de comment grossir l'audience ou whatever, blablabla. Peut-être pas assez. Peut-être. Je t'enverrai des liens. Mais si tu lis quelque chose d'intéressant, fais juste l'écrire. Puis regarde pas tes stats là, pour l'instant. Écris. Puis tu sais, je finis tout le temps mes présentations genre don't overthink, just press post. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller cogner chez vous et dire c'était vraiment de la merde ton post, de gifler puis partir. Il n'y a rien qui va se passer. Puis, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Même, mettons, tu as 200 reach. C'est-tu les 200 bons? Est-ce que c'est mieux d'avoir 200 bons ou 10 000, ou 20 000 comme moi qui sont peut-être pas les bons? Je pense que les 200, tu as un acheteur là-dedans ou quelqu'un, un contact, whatever. Puis après ça, tu sais, quand tu professionnalises ta chose, tu regardes tes stats, qu'est-ce qui fonctionne. Au même principe qu'une page sur ton site web, elle convertit pas. Moi, je vois ça comme c'est juste un autre channel. J'allais manger dans un Libanais avec mon pote libanais, avec un founder à Montréal hier soir, puis on a pris une marche pour revenir jusqu'à l'hôtel. Puis c'était une longue marche, puis on a parlé de long en large. Puis il me disait, tu sais, LinkedIn, devrais-tu faire ça? Un des conseils que je donnais, c'était comme genre, dude, tu te rends pas compte, mais la quantité et la qualité des histoires et des anecdotes que tu me comptes sur quand on bouffe, genre, là, c'est juste ça, c'est du raw matériel que tu peux transformer en post. Puis la seule truc que je disais comme conseil, c'est si tu l'essayes, essaye-le pour vrai. Genre, si tu fais un post une fois, 2 semaines passent, un autre post, puis tu te dis, bah, c'est rien passé, ça n'a rien fait. C'est du long game. Pour vrai, genre. Essaye-le 3 mois, tu fais un post par semaine, genre. Mets-le dans ton horaire, puis comme, vas-y, genre. Et teste pour vrai. C'est plate à dire, mais c'est comme des bêtes à nourrir un peu, les algorithmes, là, genre, tu sais, faut que tu continues de les nourrir. Là. C'est de la job, là, tu sais. Moi, je vois ça comme une partie de ma job. Puis c'est ça. Mais ça paye pour moi à long terme, là. Tu sais, quand j'ai eu ma job, j'avais un bon réseau de C-Level, etc., chez Google, blablabla, mais je veux dire, je l'ai construit de chez iWeb. J'ai pris mon réseau de chez iWeb, je l'ai amené chez Bell. Mon réseau de Bell, je l'ai amené chez Québécois, de chez Québécois chez... Mais ça paraît que t'es un marketer, vendeur. Tu sais, t'as stratégisé ta carrière, je sais pas comment dire, genre, t'as été smart about it. C'est correct. Mon boss, s'il écoute le podcast, il aimerait pas ça, mais pour moi, une job, c'est une job. C'est me, myself and I. Puis je dis ça à tous mes employés, à tout le monde. La compagnie, elle veut te mettre dehors, elle va te mettre dehors. Mais il faut que tu penses comme ça, puis il faut que tu penses à ta carrière, à toi. Pas avant la compagnie, égal pendant que t'es là, mais je veux dire, c'est me, myself and I.
Puis si tu veux, moi, LinkedIn me sert ça aussi, là. C'est que peu importe où je vais aller travailler, je deviens une mascotte. By the way, c'est ça que je fais. Puis je viens avec mon réseau. Mais ce réseau-là, je l'ai construit en travaillant partout. Puis LinkedIn, ce que ça me sert, là, c'est comme si j'avais mon propre CRM, puis je le traîne partout. Puis ça fonctionne, là. Je traîne hier, j'étais avec un de mes anciens clients de chez Google. Ce soir, je prends une bière au Wheels avec un ancien qui est un client. Le contrat reçu hier, je pense. Fait que, je traîne mes clients, mes relations, je les construis comme ça, là. Puis c'est quasiment comme un talent, genre un acteur, tu sais, genre, qui traîne son réseau, son reach. Mais je peux-tu push back sur une affaire? Puis tu me dis, tu dis me, myself and I, tu sais, un peu ma carrière en premier, avant la compagnie. Ne penses-tu pas, mettons, que si tu avais trouvé une compagnie que, je sais pas, man, la mission, l'objectif t'inspirait encore plus, puis que... J'étais 8 ans chez iWeb, là. Ça m'inspirait, là. J'ai dormi au bureau, là. OK. Mais la compagnie va penser à la compagnie, tu sais. Ça, c'est sûr. Puis si tu es un entrepreneur puis c'est ta compagnie à toi, souvent, puis je sais plus où j'ai lu ça, c'est dans un invité là, qui disait que c'est Sylvain Carle qui disait, tu sais, t'as ta compagnie puis à un moment donné, tu viens une personne puis qu'il faut que tu divises en deux. Et je pense que quand tu travailles à quelque part, c'est la même chose. Oui, il y a une mission, mais t'as aussi ton path à vivre. Puis tu sais, souvent, pourquoi maintenant il y a du job hopping, c'est que c'est peut-être le meilleur path pour plein de monde. Si tu travailles 10 ans dans la même agence, je crois que ça va vraiment bien ou t'es naïf, tu sais. Parce que pour grandir, souvent, les meilleures opportunités, c'est quand tu changes. Ouais. À moins d'être une superstar dans une compagnie, puis... C'est sûr que moi, j'ai été de l'autre côté. Là. Moi, j'ai embauché du monde qui voulait des fois job hop ou qui venait de job hop. Puis moi, ma perception de ça, c'est genre, ben, tu sais, si tu fais du gros job hopping, quand je check tes références, je suis mieux d'entendre genre, il est resté juste un an ou elle est restée juste un an. Mais genre, elle nous a amené énormément de valeur, elle est partie en excellent terme, puis tout ça. Parce que si je vois un an, 8 mois, 1 an et 2 mois, puis tout ton parcours, je vais comme être genre, là, tu sais, clairement, le jeu que tu joues, il est pour toi. Mais je pense que ça se tient pas à long. Tu sais, il y a un moment donné où est-ce qu'il y a des postes, tu peux pas switcher. Tu sais, quand tu es en début de carrière, c'est facile de passer de cordeau à X, mais à un moment donné, les gaps deviennent tu peux pas passer de directeur à VP à something en 2 ans, là, tu sais. Exact. Puis pour avoir un impact aussi. Exact. Mais tu peux avoir un impact en peu de temps, tu sais. OK. Moi, je crois, tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont des mercenaires dans des compagnies qui rentrent, qui règlent un problème puis qui s'en va. Souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent un employé, qui disent hey, j'ai besoin de ce talent-là, puis qui le gardent, mais que c'est plus le bon fit. Tu sais, je pense que au même principe que je disais, la compagnie va penser à elle. Ta carrière, c'est aussi important. T'sais. Moi, je traite ma carrière là, comme... C'est important, ma carrière. Ouais. J'y crois, puis je fais mes moves pour moi. T'sais, quand je suis allé chez SBI, je l'ai fait parce que c'était le bon fit pour moi en ce moment. C'est le bon fit pour SBI. Je pense que SBI avait besoin d'un... Ça va bien, SBI, ça fait longtemps que ça roule. Ils n'ont pas besoin de moi pour que ça aille encore mieux. Mais je voulais retourner en marketing. Il y avait besoin de quelqu'un en marketing. Il y avait besoin de quelqu'un en vente. Il y avait besoin de quelqu'un avec un exposure. Bon fit pour eux, bon fit pour moi. Si ça vient super gros dans 4 ans, ils ont-ils encore besoin de moi puis ils ont besoin d'un opérateur de différemment? Maybe. Ouais. Fait que, tu sais, parlons de ton passage chez Google. Là, j'ai comme l'impression qu'on a flirté autour, on a dansé autour, mais fait que c'était Enterprise Account Executive, ton titre? Yes, je suis retourné contributeur individuel pour la première fois en 20 ans. Fait que j'avais pas d'employé pour la première fois depuis 20 ans. Mais genre, tes objectifs, tu les as éclatés, là, genre 289%. Une année de cave, ma première année. Ma deuxième année, j'ai eu une année de cave. C'était quoi tes responsabilités? J'étais directeur de compte. Si on enlève le beau titre bien cute, là. Ouais. Directeur de compte, Enterprise chez Google, super simple. Il faut que ça fasse 1 milliard de revenus US et plus. Il y en a à peu près 195 au Québec. OK. Grosso. Public, qu'on sait. Il y en a d'autres, mais quand il y a des compagnies métal qui font 1 milliard, puis on le sait pas. Okay. Bon, mais c'est pas public. Mon rôle, c'était d'accompagner. J'avais un book d'une 30aine de compagnies en Greenfield. Greenfield, c'est aller chercher des nouveaux logos. Fait que c'est des compagnies Greenfield qui étaient... ça. Ouais. Okay. Là, ça a changé. Là, maintenant, c'est Growth. Ça change à tous les 2 ans presque. Fait que des nouveaux logos à amener dans moi, ma job, c'était de rentrer des nouveaux clients chez Google. Google Cloud, très précis. Google Cloud est le 3e joueur. Ouais. Amazon, Azure, il n'y a pas tout seul, mais Google. Google, c'est le 3e joueur. C'est le dernier qui est arrivé. Pour moi, c'est la meilleure tech by far.
Mais au Québec, il y a beaucoup de Microsoft. GCP, Google Cloud Platform, Ouais, toi, exact. tu devais en vendre de ça. Ouais. N'importe quel produit. Business. Ouais, n'importe quel produit là-dedans. De sécurité à AI, à data, à vendre des VM. Whatever, mon but, c'est d'arriver, faut qu'ils dépensent X en 3 mois. Puis à partir de là, je t'ai payé. Ça m'intéresse vraiment. Fait comment t'es dans ce greenfield-là d'avoir à aller se trouver des nouveaux logos? Comment ton réseau, évidemment, I guess? Ce que j'allais dire, c'est que une des raisons pourquoi j'ai eu ma job sans vraiment être que ça soit compliqué chez Google, c'est que j'arrivais avec mon réseau de C-level, puis aussi avec un exposure de dire, mais j'arrive chez Google Cloud. Google Cloud à Montréal avait pas tant d'exposure. Il y a plein de monde qui savent pas qu'il y a genre 600 employés de Google à Montréal, là, dans un super bureau. Fait que mon rôle, c'était de rentrer dans ces comptes-là. Puis, c'est du long game. Tu sais, quand tu fais du enterprise de ce niveau-là, c'est du sales cycle de 6 à 18 mois. OK. Puis à 18 mois, ça se peut que ça fonctionne pas. T'avais-tu quelqu'un qui t'aidait à sourcer des leads ou c'est toi qui faisais On avait des BDR, mais c'est toi, là. Okay. C'est me, myself and I. Fait que c'est des lunchs, trouver la bonne personne, créer des relations. J'ai un style de vente un petit peu moins sales enterprise. Tu sais, je suis très friendly. Tu sais, what you see, what you get, là. Fait que si ça fait pas, ça fait pas. Puis j'ai un nom. Fait que si c'est pas le bon produit pour toi, tu sais, on a déjà avec un client qu'on a ramené chez SBI, d'ailleurs, on était dans un meeting avec leur staff, notre staff, puis je reçois un message d'un customer engineer qui me dit « Check, là, le meilleur produit pour ce qu'ils veulent faire, là, c'est Azure something. Puis tu sais, habituellement, tu vas pas dire « Hey, prends le produit de Microsoft, là, t'es chez Google. Non, c'est comme, le meilleur produit pour vous, c'est ça. Allez chez Azure pour ça. This is it. Fait que tu sais, tu te fais un nom, tu te fais une réputation, le client commence à te faire confiance, puis tu rentres tranquillement. Mais tu peux pas... c'est bien rare que tu rentres avec une vente de... Ben, c'est arrivé, là, mais j'ai une grosse vente de une couple de millions pour un premier client, mais tu rentres avec... Moi, je rentrais avec le marketing, c'est ma spécialité. Fait que vu que t'es chez Google, je rentrais en disant... Je parle à l'équipe marketing, fait que j'évite l'équipe IT, qui est toujours un problème. Parce que, tu sais... Puis je comprends les VP IT, tu sais, mettons, t'es une shop qui est AWS. Ouais. Puis là, tu rentres un produit Google. Mais là, il faut que tu retraines ton monde. Là, c'est compliqué. Puis là, dans ces entreprises-là, tu peux pas juste signer un contrat comme ça, là. C'est comme, il y a un CMA. Un CMA, c'est le Non Master Agreement. C'est le gros contrat. Faire signer ça à, je sais pas quoi, mettons, Air Canada. Il y a 200 000 avocats de l'autre bord, 200 000 avocats de chez Google. Air Canada, c'est d'habitude avec le bully. Puis là, t'as Google de l'autre bord qui dit, ben, it is what it is, c'est ce contrat-là où tu le signes. Là, juste ça, puis t'as rien vendu, là. T'as un 6 mois juste de signer un contrat. De dire qu'on peut travailler ensemble. Fait que moi, je rentrais avec des beaucoup plus petites ventes. Dans le marketing, ça me switch l'IT. Ils ont déjà du Google dans leur stack. Fait qu'on vendait du BigQuery, on vendait du Looker. Quand tu dis je rentre dans le marketing, là, juste pour le monde qui sont plus... J'ai écrit au VP marketing, au directeur marketing, qui est déjà souvent un fan de Google, ce qui est une bonne chose. Je dis, ben, t'as du data XYZ, l'utilises-tu comme faut, on va le mettre dans BigQuery, puis on va t'aider à le mettre plus powerful avec XXX outils. All right, folks. Le Spotlight partenaire du mois, c'est Émilie Carignan, Fractional CMO pour B2B SaaS. Elle et moi, on a enregistré une belle capsule sur les jobs to be done, donc le framework pour poser des bonnes questions clients, puis sur comment elle utilise un petit hack AI avec Notebook LM qui transforme tes transcripts d'entrevues clients en rapports clairs sans hallucination. Si tu veux catcher pourquoi tes clients embauchent ou pas ton produit, passe donc voir son profil sur saspace.com/partenaire avec un S, scroll down un petit peu, Émilie Carignan, The Letter M, ou check out la vidéo YouTube directement. Le lien est dans les show notes. OK? Back au pod. Fait que tu pouvais vendre des choses comme ça qui sont pas nécessairement de l'info numérique. Ben, c'en est. BigQuery, c'est dans le cloud. Ouais. Dans le fond, c'est que je vendais une base de données. Là. Tu mets ton stock dedans, tu connectes ton Facebook, tu connectes whatever ce que tu utilises, ton CRM, puis on va t'aider avec des modèles de AI à forecaster, à checker ton churn ou tout ça. Puis là, une fois que tu as un pied dans la porte, mettons, avec le département de marketing qui utilise, par exemple, BigQuery, t'attendais un certain moment pour bouger vers IT, qu'est-ce que tu faisais? Ben, dans le fond, c'est que là, ça va passer par IT à quelque part. De manière ou d'une autre, ils vont être au courant, mais le marketing, ils ont souvent leur propre budget, la première affaire. Puis là, t'es comme, tu t'écris à un gars du IT, tu l'invites. L'avantage, quand t'es chez Google, c'est que tu l'invites à un événement chez Google, il va venir. Juste pour... Il y a des trucs cool qui se passent, puis c'est belle brand. Tu veux aller chez Google, tu veux le merch, tu veux whatever. Okay. Puis après ça, mais là, un lunch,
Ah, as-tu vu ce use case-là? Ah, si vous avez un problème ou quelque chose qu'on peut vous aider, puis là, t'attends aussi. Puis tu sais, quand tu construis sur le long terme, le monde t'écrive. Quand tu essaies de pusher ça dans la gorge, t'as une chance sur deux. Ça fonctionne, il y a in, ça fonctionne pas et le gars te réécrira pas. Puis tu sais, puis j'en reviens à me, myself and I. Moi, ma carrière, j'y tiens. Puis tu sais, je sais que le monde que j'ai chez Google, j'ai eu chez Google, que j'ai eu chez iWeb, j'avais beaucoup de mes clients de chez iWeb qui étaient dans des grosses compagnies maintenant chez Google. C'est un cycle. Fait que tu sais, si tu construis des bonnes relations, le monde va te faire confiance puis ils vont acheter de toi, peu importe le logo que tu as en haut. Là, je te la lance un peu en balle courbe, mais dans tout ça, là, que ce soit du côté des acheteurs ou de tes boss ou de tes collègues autour, qu'est-ce que tu dirais que le monde répondrait à genre, c'est quoi qui est le plus tough à propos de travailler avec Jean-Luc? Ah, je prends de la place, là. OK. Je prends beaucoup de place. Je suis excité vite. Okay. Je te dirais, je viens vite excité autour d'un projet. Tu sais, quand je travaillais avec soit Calypso, qui était ma customer engineer chez Google, ou Anthony, moi, ça m'excite les projets de tech, là. Tu sais, t'as une idée de AI, whatever, je suis comme, OK, bon, on va faire ça. Souvent, j'essaie d'aller vite. Okay. J'essaie d'aller super vite. Je simplifie des choses qui sont des fois compliquées. Mais moi, je parle du monde de business, la plupart du temps. Pour eux, je mets ça super technologique. C'est un frein. Fait que je prends de la place. C'est ça. Fait que le monde en tech qui travaille avec moi, mais le monde vraiment plus technique sont comme, oui, tu connais ça, mais des fois, tu sais, laisse-moi parler. C'est bon. T'as organisé le plus gros événement de marketing analytics au Canada. Comment tu t'es pris pour faire ça? Puis c'était quoi un peu cette histoire-là? Chez Google, quand je suis arrivé, on faisait pas tant d'événements à Montréal. Okay. Il y a une salle de conférence qui est awesome au 13e étage, centre-ville, mais était peu utilisée. OK. Ma spécialité, ça reste le marketing, le AI, la tech. Fait que j'ai organisé un premier événement qui était Marketing Analytics plus AI, something like that. Fait que dans le fond, c'est qu'on faisait le pont de GA4, Google Analytics 4. T'as du AI chez Google, mais ça ensemble. Magie. Fait que j'avais la magie de la force de Google en arrière de moi. Puis mon réseau LinkedIn. Fait que mettre les deux ensemble, tu sais, entre 30 et 35% des événements que je faisais étaient remplis par le lien que je mettais sur LinkedIn. Fait que de facto, j'avais tout le temps 50-60 personnes. Ça a été un gros hit. On a rempli un pipeline. L'équipe de Toronto l'a repris. L'équipe de Calgary l'a repris. L'équipe de Orange County Online a repris le même événement. Aziz, les mêmes slides. Parce que ça devenait un peu un contenu marketing. Là. C'est un lead gen pour Google, carrément, parce que tu prenais un peu de l'info des gens qui participaient, mettons? Ou... Ben, ouais. Mais tu sais, c'était des événements enterprise. Fait que tu sais, on a leur email, c'est on est Google. Une bonne manière de contacter le monde. Ouais. Mais je te dirais, la magie de tout ça, c'est que l'équipe de cloud, c'était du monde d'infra. Tu l'as dit tantôt, tu sais, des VM, de la sécurité, whatever. Il y avait peu de monde qui avait une vision plus marketing. Mais la manière facile de rentrer, c'est que tu prends GA4. La plupart des compagnies dans le monde ont GA4 ou GA4. Je suis arrivé dans la transition là, à GA4. Puis tu ajoutais ça dans BigQuery. Ça faisait la magie. Puis tu sais, GA4, le monde de ads, qui est un autre département, voulait inviter leurs clients pour qu'ils voient la magie du AI. Tu sais, c'était comme un win-win-win. Mais tu sais, dans ces grosses compagnies-là, c'est difficile là, tu sais, de faire travailler tout le monde ensemble. Là, c'est compliqué. C'est gros, là, 180 000 personnes. Là. No shit. Ces événements-là qui ont été repris par d'autres équipes dans le pays, puis même aux États-Unis, c'était quoi le format? C'était quoi le pacing? Qu'est-ce qui faisait que c'était des bons événements et que le monde aimait ça, maintenant? Short. Moi, puis c'est ce qu'on fait chez SBI, là, un bon exemple. Moi, j'aime beaucoup le 3 à 5. 3 à 5, là, je trouve que tu peux... C'est pas mal... C'est quoi ça veut dire, 3 heures? De 3 heures l'après-midi à 5 heures, avec un 5 à 7. 5, whatever. Pourquoi 3? C'est pas mal vu de partir à 2h30 pour aller te former dans une entreprise. Tu ne manques pas tant de choses. Puis l'avantage, c'est que à 5, tu as un 2 heures de contenu. Là. 1h30, 2 heures. Un démo. Moi, je suis un gros... S'il n'y a pas de démo, là, on s'en fout. Des slides, là. On s'en fout des slides. Là. Envoie-moi le deck. Là. Montre-moi quelque chose qui fonctionne en real, que le monde font comme oh shit, on peut faire ça. Puis tu sais, c'est sûr que quand tu es chez Google, tu as la magie. Mais chez SB, on a fait quelque chose dernièrement avec des agents. Même principe. Tu veux que le monde fasse un haha moment qui se rappelle de ça. Puis pourquoi ça arrête à 5? Ben, c'est parce qu'à 5, tu peux mettre tes vendeurs dans la salle avec un drink ou pas de drink. Puis faire ta job. Tu sais, oui, tu fais des événements, mais tu fais des événements au bout de la ligne pour vendre des choses. Ou avoir du rayonnement pour tes partenaires ou du rayonnement pour
tes commanditaires, whatever. Mais je suis un gros fan de ça. Ou chez Move, on faisait les breakfast morning à 8 heures. Je trouve que c'est un bon format aussi d'une heure. OK. Simple. Tu sais, tu commences à 7h30, le monde prend un café ensemble. Ouf. 1 heure. C'est Ouais, cool. moi, je trouvais ça vraiment tough. Je suis plus un gars de 5 à 7 que de matin. Mais tu sais, 1 heure, tu sais, les demi-journées, là, hey, c'est long, là. Tu sais, à la fin, là, t'écoutes plus, là. Fait que 2 heures, je trouve que c'est le bon format. 1 heure, une demi-heure d'entrée, puis 1h30 de contenu. Démo. Faites des démos, là. Ça fonctionne pas, là. C'est la meilleure histoire. Tu sais, quand tu fais le dieu du démo, qui fait que ça fonctionne jamais au bon moment, même si tu l'as essayé 277 fois, quand ça fonctionne pas, je trouve que ça crée un côté humain au démo. Ça crée que tu fais une connexion avec les gens, puis t'as une bonne manière pour un vendeur. Ah, ben, ça fonctionnait pas tantôt, mais tu veux-tu le voir ou. Ouais. OK. Intéressant. C'est genre de embrace un petit peu les imperfections. Ouais. Tu sais, un bon exemple, là, c'est Elon Musk, là, que tout le monde aimait, que plus personne aime pour des raisons évidentes. Mais tu sais, quand il a pris la boule de pétanque, qu'il l'a mis dans la fenêtre puis ça a cassé, là. Le gars était bon, là. Tu sais, au lieu de dire c'était de la merde, tout, il a juste run on it. Microsoft est des champions là-dessus, là. Ça brise. Quand il faisait les Windows avant puis qu'il y avait des fenêtres bleues, c'est arrivé à Steve Jobs. Tu sais, c'est des moments iconiques. Je pense qu'on devrait faire la même chose. Ça prend du monde qui sont bons sur scène, là. Ouais. Mais, ouais. Puis, tu parlais de marketing analytics dans ces événements-là. J'ai l'impression que le tracking, l'attribution et suivre ces métriques en marketing, tu sais, quand j'ai commencé ma carrière en 2013 versus aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Ouais. Ça doit être un encore plus gros delta pour ta carrière. Fait que, qu'est-ce qui est le plus différent au début de ta carrière quand tu voulais tracker tes métriques en ligne versus aujourd'hui? On trackait 2 métriques au lieu de 28. Puis tracker 28, c'est pas une bonne chose, mais je veux dire, maintenant, on a tellement d'informations que c'est dur de trouver la bonne. Avant, je te dirais, on se fiait vraiment sur visite, email. Puis tu sais, dans le temps, même au début, il n'y avait pas de pixels. Là. Tu peux pas retargeter comme tu voulais. Après ça, on a switché au retargeting qui était la grosse mode. Fait que tu venais sur un site, tu te faisais harceler pendant 2 ans pour acheter un produit. C'est encore le cas, mais un peu moins intense. Puis aujourd'hui, je pense que c'est sur la personnalisation. Tu sais, on est capable de... Même, on essaie d'avoir des lois qui empêchent de faire ça, mais de savoir qui est venu, à quel moment, puis c'est quoi son poids, tu sais, dans ton poids, comment je pourrais expliquer ça? Tu vas t'acheter ou pas? Tu sais, tout tracker ça devient tellement compliqué, là, je te dirais. Moi, mon but, souvent, c'est que tu en prends 2-3 métriques, là, qui fonctionnent, puis tu suis là-dessus. Une fois que tu en as plein, c'est impossible. Mais tu sais, le problème, si on en parlait tantôt, là, tu commences à connecter 277 outils dans ton CRM pour voir qui est venu, on peut-tu leur targeter, y a-tu une séquence? Parce qu'on surcomplexifie les choses. C'est moi, j'ai un vendeur que j'adore chez nous qui prend le téléphone. Ça fonctionne. Il appelle. Ouais. Puis quand tu te fais appeler, tu es tellement, tu sais, un petit peu plus jeune que ma génération, mais le monde sont choqués, là. Tu comme tu m'appelles, là. Puis là, t'as un 5 minutes. Ouais. Moi, je pense que ça dépend de ton ICP, ça dépend de ta touche, là. C'est bon. C'est un skill, là. Moi, je peux pas faire ça, là. Moi, je me fais appeler quand j'étais chez Snipcard puis Douda, je me faisais appeler par des gros clous, mettons, là, une grosse business de product marketing. Puis le gars, il m'appelait, puis j'étais, Dude, pourquoi je t'ai même jamais donné mon numéro de téléphone? Il m'a appelé 2-3 fois, mais je disais, hey, Dude, t'es nice, là, t'es fin, mais genre, arrête de m'appeler, bro. C'est 1000 touches pour réussir à faire une vente comme ça, là. Mais, y a pas de technique magique, là. Tu sais, puis je me souviens plus qui a dit dernièrement, là, tu sais, si tu trouves je pense que c'est un ads en plus que j'ai vu que je trouvais bon, tu sais. Si t'as 50 000 de budget en marketing, là, fais une chose. Divise-le pas, puis track juste ça. Tu sais, le monde essaie de faire 8000 affaires, là. C'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Tu as été conférencier dans 23 événements sur l'intelligence artificielle 2022-2024 à peu près, en tout cas, peut-être plus. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir un évangéliste de l'IA? Je te dirais le retard de la productivité du pays en général. Okay. C'est bizarre à dire, là, mais vas-y. Je crois que l'IA peut vraiment aider à bien des places. Moi, ma blonde est docteur. Je le vois tous les jours dans le système de santé où est-ce que ça pourrait être de loin aider à 1000 places. Fait que j'essaie de
Puis pourquoi mes conférences sont pas techniques, là. Genre, mini partie technique, c'est surtout business pour essayer d'enlever la peur aux gens, de comprendre qu'est-ce que ça peut faire pour vrai. Tu sais, j'oversell pas que tu mets 2 agents demain matin puis on a enlevé toutes les files d'attente à l'hôpital. C'est compliqué, mais je crois vraiment que ça peut faire une différence dans nos business puis rattraper le retard qu'on a pris en productivité au Canada, au Québec, whatever. Puis tu sais, encore plus pour les PME, je pense que avec tout ce qui est le... Tu sais, il y a beaucoup de business à vendre, il y a du reprenariat. Je pense que, tu sais, ceux qui reprennent puis qui comprennent qu'ils peuvent automatiser ou utiliser du AI, je pense que ça va être magique, là. Mais tu sais, ces gens-là, ils baignent pas dedans. C'est dur de comprendre qu'est-ce que ça peut faire pour vrai quand tu le vois pas. Puis toutes les conférences sont souvent techniques, là. Oui, c'est awesome là, de connecter des choses ensemble puis ça fait de la magie. Mais tu sais, pour le gars là, qui a une business, une PME, de comprendre pour vrai combien ça coûte. Puis souvent, tu sais, on a le mythe, moins un mythe, c'est le souvenir que là, 5 ans, faire un modèle de forecast, ça coûtait 1 million à 2, 3, 4 millions de dollars. Là. Faire ça aujourd'hui, là, tu vas dans n'importe quel modèle Garden, tu prends un modèle de forecast, puis good enough sur ton data. Là. C'est quoi un modèle Garden? Ah, excuse-moi, un modèle Garden, c'est comme un App Store de modèle. OK. Fait que tu prends un modèle qui fit. Mettons, tu prends un Google, tu prends un Microsoft. Est-ce que c'est un peu comme Hugging Face ou ça? Même principe. C'est simple. Okay. Simple. Tu prends un modèle, t'en essayes une coupe, puis tu checks si ça fonctionne sur ton data, ton forecast. Nice. C'est de loin moins compliqué. Puis avant, tu sais, ce qui était compliqué, c'est de maintenir ces modèles-là, de voir qu'ils driftaient, qu'ils avaient du biais, whatever. Maintenant, c'est maintenu par des grosses compagnies. Fait que, tu sais, ils sont fiables. Là. Puis ça vaut la peine de l'essayer, puis ça coûte plus. Ça coûte quand même cher parce qu'il y a du data à checker en arrière et tout, mais je veux dire, on n'est plus dans le million, là. On est early 6 chiffres, même moins petit que ça. Là. Là, dans ces conférences-là, tu vulgarises, tu inspires, tu donnes des exemples un peu de comment utiliser l'intelligence artificielle pour des exemples des PME au Québec ou au Canada. Quel genre de use case ou d'exemple tu donnes, genre, qui résonne avec le monde? PME, je te dirais tout ce qui est forecasting. Okay. Il n'y a pas une PME qui n'a pas un problème de forecasting, un problème d'inventaire, whatever. Forecaster tes revenus, tu dois avoir ce problème-là aussi. Tu n'as aucune idée de combien tu vas faire sûrement dans 6 mois. It is what it is. Fait que, tu sais, de montrer que c'est rendu plus simple, ça, c'est quelque chose que j'essaie de démontrer. Puis, pas que n'importe qui peut le faire, mais puis aussi un modèle que j'essaie de montrer, là, c'est d'utiliser ChatGPT, Gemini, whatever, avec ton data puis de poser des questions. Tu sais, moi, ce qui me fait capoter, là, c'est quelqu'un qui est client d'une agence puis qui y croit aveuglément pour une campagne ou whatever. Puis je suis comme, prends le résultat qu'ils t'ont envoyé, là. Mets-le dans Gemini, pose la question, toi, qu'est-ce que tu aurais changé, qu'est-ce qui fonctionne pas là-dedans? Puis repars à ton agence après. Tu vas voir, tu n'auras pas le même résultat. Fait que, tu sais, juste des quick use cases. Tu sais, je fais beaucoup de formations en entreprise où est-ce que je fais juste dire, ben, c'est quoi votre plus gros problème? Puis on le fait live, là. Tu sais, on règle. Les gens, ils overthink plein de choses. On a fait la dernière fois à Ottawa pour, j'allais dire le client, là, mais eux, il fallait qu'ils fassent, ils sont régis par des lois. Il y avait une nouvelle loi. Là, ils allaient payer, genre, 3 avocats pour lire cette loi-là, faire un résumé, voir quand ça s'applique. Mets-les dans notre book LM, demandez de te résumer ça, puis fais un résumé, puis that's it, là. Ouais. C'est pas aussi bon. C'est pas si bon qu'un avocat. C'est quand même 8 000 $ moins cher. Ouais. Pour une PME, là, fait une différence. Dans une de ces conférences-là qui s'appelle le Sommet IA et Créativité 2025, t'as dit mieux vaut se concentrer sur quelques outils pertinents et les maîtriser à fond que de vouloir tout essayer. Élabore un peu, parce que moi, je suis le genre de gars qui en essaye trop. The new shiny thing. Ouais. Je suis un gros fan de devenir bon. Tu sais, puis il y a des familles. Tu sais, mettons, ChatGPT, c'est OpenAI. Si tu veux faire les images, utilise Sora. Si tu veux faire du son, utilise Sora, c'est la... Ouais, je connais. Le truc vidéo de ChatGPT, mais même chose pour Gemini, Google. Prends une famille, viens bon, prends un outil. Tu sais, viens vraiment bon en Gemini, là. Ça va être awesome. Essaye pas, là, de genre, être bon avec Claude, Gemini, puis prendre whatever, la mode, DeepSeek, Viens bon, trouve comment il fonctionne, set-up-les pour toi, it's enough. Même chose pour les vidéos. Tu sais, essaye pas de... Tu sais, j'adore Audrey Gagnon, là, tu sais, il fait plein d'affaires awesome, mais on n'est pas des Audrey Gagnon. Là. Notre job, c'est pas d'essayer 8000 tools. Puis là,
le temps que tu as monté en compétence dans un nouveau outil, tu vas te perdre tellement de productivité par rapport à ce que tu vas avoir fait avec l'autre qui est souvent good enough. Puis, tu sais, la place où je trouve le monde sont pas très bons, c'est dans les SaaS, toutes les compagnies maintenant ont du AI. Là. Il y a tout le temps un petit icône là, qui bouge. Là, Ouais. Puis le monde n'utilise pas ça. Tout le monde veut utiliser le nouveau Shiny Thing. Checkez dans les outils que vous avez, là. Puis qu'est-ce que ça peut vous améliorer dans votre processus d'un matin. Dans HubSpot, là, moi, ça me fait capoter le monde qui n'utilise pas cet outil-là. C'est, OK, tu veux créer une audience, whatever. Là, habituellement, ils vont cliquer, là, cherche, non. Maintenant, tu peux juste le créer. Crée-moi une audience de tout mon monde qui font ça. C'est ça le genre de module Breeze, là, Ouais, exact. Ouais. HubSpot? Ouais, puis t'en as plein comme ça dans tous les outils. Tu utilises BigQuery. Ben, maintenant, il y a le GenAI dedans. Tu as Copilot. Whatever ce que tu utilises, prends le AI qui est dedans. Tu vas déjà augmenter ta productivité. Tu l'utilises l'outil, là. C'est un bon conseil, man, parce que j'ai l'impression que souvent, moi, mon réflexe, c'est d'aller soit sur Claude ou ChatGPT, puis là, soit j'ai des connexions, des intégrations, genre avec des MCP servers ou whatever, qui vont ramener de la data de l'externe vers mon ChatGPT puis travailler dedans. Mais ce que tu dis des fois, c'est genre, t'as une suite d'outils existants, là, mettons ton CRM ou tes outils de productivité. Most likely, ils ont livré des features d'AI là-dedans. Qui est de loin meilleur souvent même. Essaye-les, genre. Ouais. Genre, fais juste les essayer. Ouais, tu payes déjà pour moi. Tu sais, on avait fait la joke, j'ai regardé Joël, mais combien de 15$ il dépense sur des sous-produits? Beaucoup. Voilà. Murmurer beaucoup. Fait que de là, tu sais, je suis pas mal sûr que dans les tools que vous utilisez au quotidien, ça fait déjà la job, il est là. Ouais. Juste que le monde, ils cherchent pas. Ils ont entendu parler de... Jean-Luc a parlé d'un new shiny thing sur LinkedIn, on va l'essayer. Désolé. Puis, dans cette même conférence-là, Dude, tu as parlé qu'il y avait comme 4 piliers à l'intelligence artificielle. Aide à la décision, optimisation, création, puis SaaS. Ouais. On dirait que j'y comprenais tout sauf SaaS, puis c'est-tu ce qu'on vient de dire dans le fond? Exact. Okay. C'est que okay. dans les SaaS, il y a les tools, là. C'est pour inventer la roue. Puis c'est vraiment, je le vois, là, les gens ne l'utilisent pas. Là. Dans HubSpot, là, tout le monde essaie de connecter plein d'affaires. HubSpot l'a développé. Ouais. HubSpot, c'est comme le même principe que Shopify. Là. Si tu penses que tu as besoin de X, Y, Z pour rentrer ton data dans Shopify, Shopify l'a fait de loin mieux. Là. Ouais. Puis le dev chez Shopify, il est bon. C'est fou, hein, parce que ça devient un job de découvrabilité de features pour les product marketers ou les product managers dans ces grosses compagnies-là, de faire comme genre, le monde sont tellement habitués d'utiliser notre UI de telle manière qu'ils prennent pas le temps de voir tout ce qui est les autres choses. C'est un vrai défi. Hein. Ouais, puis c'est-tu hier, j'avais cette discussion-là avec ma blonde, on cherchait l'option je me souviens plus quel logiciel, mais on cherchait l'option de faire, en tout cas, c'est une affaire de médecine, là, mais l'option était là. C'est juste qu'il fallait le chercher. Là. C'était comme tu cliquais là, tu faisais 2 tours sur toi-même, tu tapais des mains, tu descendais, puis c'était là. Tu sais. Ouais. Le UX, c'est pas super bon en général. All right, folks. Un petit shout-out à Leviat Légal, partenaire certifié SaaSpace. C'est le cabinet tech-enabled pour tous vos deals, transactions, du financement VC aux stock options. Basically, des programmeurs en cravate. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis, manquez pas l'épisode 73 du pod avec Guillaume, le founder. Il y a des bonnes pépites. OK, de retour au pod. C'est pour ça qu'il y a des produits qui sortent là, tranquillement, là, que c'est comme des assistants en contexte qui ont la doc, mettons, puis les références de l'outil que tu utilises, puis ils te disent clique là, ils te parlent, genre clique là, fais ça. Dans HubSpot, il y a ça, là. Dans HubSpot, le petit chat là, à droite, là. Je sais pas si tu veux utiliser HubSpot, là, mais tu peux juste dire comment je fais ça. Ouais. Puis ils ont souvent fait une vidéo, là. Mais souvent, c'est comme tu vas avoir comme. Dans le fond, c'est juste une fac que tu as posé une question dans le chatbot, là, mais ça existe. Ouais. Mais N8N, Zapier, Gumloop, ils le font tout, mais ils n'ont pas le choix. Mais ça te prend aussi un doctorat, 300 heures de YouTube pour apprendre comment ça fonctionne. Puis c'est drôle parce que j'avais déjà présenté mon N8N sur mon agent que je fais pour mon contenu. T'sais, après 1 seconde, le monde était comme what the fuck is that? Là? J'avais des schémas qui montaient, qui allaient connecter à une autre API, puis j'étais comme c'est beaucoup trop compliqué pour la crowd à qui j'essaie de parler. Là. C'est quoi ça? Parle-moi en ça m'intéresse. C'est un agent genre qui roule que j'utilise plus là, parce que j'aimais moins les résultats, mais j'avais construit un agent qui était connecté à Feedly AI. Feedly AI, c'est ce que j'utilise pour c'est un RSS Reader. OK.
mais qui prend tous tes feeds, puis qui va te dire ce que t'aimes pas selon ce que tu as cliqué. Okay. Puis tu peux ajouter tes newsletters dedans aussi. Fait que t'as tout en même place, tout ton contenu. Ça dit la popularité dans le monde. Fait que mettons un article, je sais pas, MIT a été lu par 1000 personnes, ben puis que c'est dans ce que t'aimes d'habitude, ça va te le suggérer. Fait que j'utilisais l'API pour me dire, OK, moi, ce que j'aime, sur quoi je devrais écrire aujourd'hui, qu'est-ce qui est trendy. J'avais toutes mes stats de tous mes posts LinkedIn dans BigQuery qui se connectaient, fait qu'il était capable de dire, bon, si je parle de ça, c'est-tu un succès? Ouais, puis après ça, j'avais tous mes posts, tous les sujets. J'ai-tu déjà parlé de ça? Parce que je publie quand même 3-4 fois par semaine, là, pour amener mon cerveau. Puis je pouvais me dire, j'ai écrit là-dessus. Puis là, ça me dit, ben, dernière fois que t'as écrit là-dessus, mon gars, t'as eu 5000 de reach. Ça vaut peut-être pas la peine d'écrire là-dessus. Fait que je l'utilise plus. Je trouvais que ça amenait moins d'intuition à mon contenu. C'était très machinal. Mais c'est hot, le système, juste de réfléchir à un système à propos de tous ces outils-là. Puis, mais comme on disait offline, je pense que c'est facile de se over-engineer, surtout à cette heure. Moi des fois, c'est ça qui me paralyse quasiment. D'autres, je suis comme, je le sais que ce que je m'apprête à faire, ça peut être fait de 37, si c'est pas 1000 manières différentes. Puis j'ai comme une intuition de comment je pourrais le faire. Mais je veux pas le faire à mitaine, je veux pas le faire manuel, je veux pas le faire comme avant, je veux le faire avec l'AI pour m'accélérer, pour utiliser de nouveaux outils. Des fois, man, ça finit que je taponne tellement longtemps, puis genre, j'aurais pu juste le faire à mitaine. Je fais souvent ce parallèle-là, c'est pour les reviews. Tu sais, tu vas acheter un produit, là. Ouais. Tu vas en lire 284 avant d'acheter ton produit. On vient à overthinker la chose, là. C'est quand on peut juste demander à ChatGPT, c'est quoi la meilleure manière de faire ça? T'as été, par le passé, de mentor? Et Google for Startups. Y a-t-il des erreurs communes que tu voyais que les entrepreneurs faisaient en matière d'intelligence artificielle, ou sinon, as-tu un conseil pour les entrepreneurs tech en matière d'intelligence artificielle? Deux choses. Pas parce que tu as le meilleur produit que tu vas gagner. Les gens pensent qu'on va faire la meilleure tech de la Terre. Tu sais, puis je faisais tout le temps cette analogie plate là, mais tu sais, un arbre qui tombe dans une forêt puis qu'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce que ça fait du bruit? Même chose, là. C'est philosophique, ça. Les App Store, c'est des cimetières à app. Hugging Face, c'est un cimetière à modèle. Le monde ne mettait pas assez d'énergie à parler de leurs produits, d'aller on front. C'est souvent, tu sais, en AI, c'est souvent en plus quelqu'un vraiment tech, le CEO. Il essayait pas d'aller tout de suite au marché. On va développer la meilleure tech de la Terre. Fait que commercialiser. Commercial. Puis c'est pas facile le métier de tu sais, le SaaS, le vendre des choses, mais tu l'as fait. T'es un parmi tant d'autres. Comment tu te démarres, tu sais? Après ça, c'est soit que tu fais un truc super bon puis que t'es reconnu, ou t'as un bon post sur Reddit peut te propulser comme c'est inimaginable, mais le monde ne met pas d'énergie là-dessus. Faire des conférences, ça fonctionne one-on-one, mais le monde pense que d'avoir la meilleure tech, ça va te changer. Fait qu'ils mettent des heures inimaginables à développer un produit parfait que personne n'utilise. Désolé. Ben oui, non, mais c'est un classique conseil, mais je pense que ça vaut la peine de le répéter tout le temps. De pas juste builder des produits, mais builder un go-to-market motion. Puis d'avoir des revenus. Ouais. La mode de la BC c'est souffle un peu, là. Qu'est-ce que tu sens? Ou ce que tu vois? Je le voyais vraiment, là, où est-ce que le monde... Les plus vieux entrepreneurs essaient d'avoir des revenus. Les plus jeunes avaient le rêve encore de lever la ronde pre-seed, classique, là. Tu sais, pre-seed, ronde A, B, C. On déménage en Californie, on est bien excités. Puis je viens de te donner un segue pour ta prochaine question, je pense. Ben comment tu penses que le Québec se compare en tech en général? Peut-être pas juste sur l'intelligence artificielle, juste en nos startup techs versus, je sais pas, Toronto ou Silicon Valley. Je pense qu'on vit dans une belle période que Montréal, ça reste encore une place. Tu sais, une grosse compagnie dans le monde de tech va avoir des bureaux à Montréal. Il y a une bonne raison. Parce qu'il y a du talent. Je pense que tu peux lever de l'argent ici, que ce soit avec VC, que ce soit... On a la BDC, on a des anges. Ange Québec donne beaucoup d'argent. Il y a du financement qu'il n'y a pas ailleurs. C'est des PQ. Ouais, c'est des PQ. Name it, là. Il y a toutes les options. Après ça, c'est quasiment une job de juste faire ça. Là. On s'entend, la job de CEO en startup, c'est de trouver de l'argent. Je pense que pour moi, c'est simple. Je vois plus l'avantage de la Californie
comme c'était avant, où est-ce que tu devais absolument aller, tu sais. Est-ce que Hopper aurait été aussi bon s'il serait resté juste ici? Moi, je pense que oui. Ah C'est- ouais, c'est ouais. un bold statement quand même. Il y avait le talent. Shopify a des bureaux immenses ici. Il pourrait être à San Francisco à 100%, si on reste à Ottawa, si on reste à Montréal. Lightspeed, pas très loin ici. Ouais. J'allais dire JSoft, là, mais Workleap. qui a reçu de l'argent justement encore parce qu'ils sont ici. Je pense qu'on a tous les leviers pour réussir. On a le talent. En plus, on a le MILA, on a l'université, on a du talent international en débile mental. Bullish sur Montréal et sur le Québec. Ouais, j'ai aucune raison que ça fonctionne pas ici. Puis en plus, on parle 2 langues. Je te file. Comparé Je ailleurs. pense que le seul, mettons, si je veux push back un peu, avocat du diable, je pense que la seule affaire, c'est que la densité de capital est moins élevée qu'ailleurs. Right? Pour raiser vraiment du cash à bon terme, de ce que j'ai entendu des founders. Mais le bon produit va trouver la bonne VC. Après ça, pour moi, c'est une job. Un CEO, rendu quand tu cherches le précis, la moitié de ta vie, c'est de trouver de l'argent. Puis de trouver la bonne VC. Puis les VC, si t'as un bon... Puis tu sais, avoir un bon pitch, c'est compliqué, on s'entend, là. Ils vont donner de l'argent partout. Mais oui, tu sais, on a moins de grosses VC. Tu sais, Thunder Fuel, c'est bien cool, là, mais tu sais, après ça, t'as Diagramme qui donne de l'argent maintenant. Tandem, le monde ne le savent pas. Ouais, Tandem, c'est cool, c'est vrai. J'étais supposé de l'avoir, Émilie, sur le pod. Tandem, c'est Rocket Science qu'ils font, là. Ouais. Du hard tech, deep tech, je sais pas comment le dire. C'est rare que tu commences, tu sais, mettons Diagramme, ils cherchent un CEO avant un CTO. Tandem cherche le contraire, là. Genre le CEO le plus technique, puis un CEO pour la compagnie à côté. Je suis curieux, pourquoi tu as bougé de Google vers SBI? Y a-t-il quelque chose dans la compagnie ou dans le rôle qui t'a attiré en... J'ai 2 enfants. Maintenant. Ouais. Je travaillais beaucoup. Je pense que j'en ai parlé l'autre jour en plus, là, mais passer de... Ma carrière est super importante. Ouais. Carrière maintenant est 2e dans ma vie. Got it. Puis j'ai une blonde qui est médecin. Fait que je peux pas juste dire ouais, ma blonde, c'est la personne la plus intelligente de la Terre. Elle a un MBA, c'est une avocate, puis un docteur. Let's go. Fait que je l'ai pris pour les jeunes. Ma blonde n'aimera pas cette joke-là. Écoute-les pas. Je te dirais, je voulais retourner au marketing aussi. Tu sais, Google, c'est magique pour plein d'affaires, mais changer de job chez Google, c'est compliqué, là. Okay. Si tu penses que c'est compétitif rentrer dans une job, oui, le marché est compétitif pour n'importe quel job. Rentrer chez Google, c'est stupidement compliqué. Puis quand tu te bats pour une job à l'interne, tu sais, mettons, puis je me mets pas là-dedans, mais tu sais, ils disent entre le 1 et le 3% des meilleurs au monde. Mais là, quand tu te bats contre l'autre personne à l'interne pour une job, là, tu te bats contre le 5% qui veulent des promotions chez Google qui sont dans le 1 à 3%. Tu sais, j'avais appliqué sur une job comme directeur produit pour Gemini. Puis le gars qui l'a eu, c'est le VP AI de Microsoft à Singapour. C'est pas la même compétition. Pas un pingouin. Non. Puis tu sais, c'est de la politique avec ce que j'appelle tout le temps, c'est une parade de mode politique aussi pour réussir à avoir les promotions. C'est compliqué. Puis moi, je voulais retourner en marketing. Je fais souvent le produit, vente, marketing. Switch, mon hopping, c'est ça parce que je sais pas ce que je vais faire quand je vais être grand. Je voulais retourner en marketing. Je voulais retourner en plus petit. T'es un numéro quand même chez Google, mine de rien. Puis SBI, comment si... Je reste que j'ai de la misère à comprendre exactement ce que ça fait. Ouais. Fait que, tu sais, on dit genre 300 plus experts, 11 bureaux mondiaux, non. Mais vous vous battez contre qui, genre, mettons, pour des mandats? Puis c'est quoi actually que vous faites? On est une compagnie de service, là. Ouais. Fait qu'on se bat contre... dans un mandat, on peut se battre contre CGI. Ouais, dans l'autre, on peut se battre contre une plus petite firme de service. Puis on est à la grosseur où est-ce que on peut frapper, mettons, chez Air Canada, qui est un client public, on a dit, on a Boralex, on a le client US, Chanel, où est-ce qu'on fait, mettons, l'implantation de Fabric, on fait l'implantation de Snowflake, on les supporte, etc. Bon. On prête du staff. On les prête pas, on les vend. Ouais. Mais puis on développe des modèles de AI pour des compagnies, surtout en forecast. On est dans Gen AI. On fait beaucoup de trucs de transformation financière. Tu sais, on voit. J'ai une compagnie dernièrement, là, ils font 100 quelque chose millions, puis ils étaient encore sur une Excel pour leurs finances. Tu sais, c'est quelque chose que tu pousses loin en tant que startup.
Puis à un moment donné, le chiffre, c'est plus assez. Fait que t'as ta propre équipe, mais le monde ne build pas de stack parce que c'est pas sexy de construire ton stack pour les finances. Ça apporte pas de nouveaux revenus, là. Ouais. C'est tout le temps poussé plus loin. Fait qu'on fait ça. Puis, on a des beaux bureaux. Venez nous voir. C'est une compagnie française, fait que tu seras pas surpris qu'on est sur le plateau. Ouais. Fait que voilà. Nice. Ben, je vais garder ça en tête. Je vais juste passer. Je vais dire Jean-Luc m'a dit que je pouvais venir. Ouais, c'est au 4e étage à côté de Tractic. On est dans les anciens bureaux de Lémenaire. Nice, man. Comment t'as été exec, t'as été gestionnaire, t'as fait un bout de IC comme tu disais, mais comment tu fais dans les grosses compagnies, là, comment tu fais pour motiver les troupes? Quand tu as un projet ou quelque chose que tu veux amener en arrière de la ligne des buts, comment tu crains ton monde? Tu sais, moi, je pense beaucoup à la carrière de mon monde en général. OK, ouais. Je sais quelque chose que oui, tu travailles à quelque part, mais je pense que de dire, OK, ben si tu fais ce projet-là, on le réussit, tu vas gagner en expérience, tu vas apprendre ça. Je pense que le monde sont personnellement curieux. Fait que, de trouver ce qui les motive, le bouton à presser pour dire, hey, on va faire ça, tu vas devenir un expert en ça, tu vas faire ça, tu vas pouvoir le présenter au board, il faut vraiment trouver, je pense, pour chaque personne, leur but. Je crois pas vraiment à la solution one size fit all en entreprise. Là. Fait que le bouton pour m'exciter moi est pas le même que toi, c'est sûr et certain. Là. Fait que de bien comprendre son staff, de bien savoir leur ambition, d'avoir un plan de carrière pour eux, puis essayer de dans un projet, bon, mais toi, tu veux whatever, devenir product owner de X, Y, Z, et on va essayer de t'aligner là-dessus. Je pense que c'est des humains à la fin, qu'il faut juste trouver sur quoi ça les motive. Là. Puis ça peut être d'aller faire du vélo puis que le vendredi, il finit à 4 heures. Là. Intéressant. Prendre le temps de les comprendre, voir c'est quoi les carottes qui les excitent. Ouais. T'as fait 20 ans au moins dans l'industrie. C'est quoi vieux quand même. Ben, ouais. Des cheveux gris, c'est vrai. Ouais, mais t'en as. Ouais, genre. Dans ces 20 ans-là, Jean-Luc, tu dirais que c'est quoi la décision la plus tough professionnelle que t'as prise? Hey, j'ai-tu le droit à 2? Ouais, vas-y. Quitter iWeb. Ouais. Quitter iWeb a été émotionnellement vraiment, vraiment difficile. J'ai vécu le rêve de tout le monde en start-up. Là. Je suis arrivé là, on était 8. Je suis parti, on était 200 quelque chose. Ça a été vendu 150 millions US. On est allé public. J'étais dans le premier bureau. J'ai construit le plancher flottant dans le premier data center. Tu sais, j'ai dormi au bureau quand le système d'alarme fonctionnait pas. J'ai des amis, tu sais. J'étais en charge du club, name it, là. Puis tu sais, ma carrière s'est construite là. Sylvain Leclerc, c'est un mentor inimaginable. Mais à un moment donné, où est-ce que c'est ça, je voulais essayer autre chose. Je devenais de meilleur en meilleur en médias, puis en médias sociaux, puis je voulais écouter, mais ça m'a déchiré le cœur. Tu sais, j'étais allé au party de Noël encore. Tu sais, de trouver une entreprise que t'es en avant. Tu l'as dit tantôt, tu sais, comment motiver les trucs. Eux, ils avaient trouvé toutes les manières avec moi, mais ma carrière, j'étais comme, ça reste une petite start-up. 250 employés, c'est pas une petite start-up, mais je veux dire, il y avait plus d'opportunités pour moi, puis de quitter, ça m'a déchiré le cœur. Puis l'autre, c'était chez Attraction. Je m'en souvenais tout le temps. Là, j'étais en Chine le 8 août. L'algorithme de Facebook a changé. On a perdu à peu près 30 à 40 % de notre trafic du jour au lendemain. Tout le monde en médias va comprendre cette analogie-là. Puis une semaine après, il a fallu que je me décide. Je protège tout mon monde ou je protège mon PNL. Puis en une journée, j'ai mis 22 personnes à la porte. Puis là, c'est compliqué parce que avant, là, c'est un peu moins, mais à 11 personnes, il faut t'écrire une lettre au gouvernement pour dire que tu fais des mises à pied. Là, c'est public. À 20 personnes que tu travailles avec au quotidien, tu sais, nous, on était flat, là. Tu sais, tout le monde, on travaillait dans une grande table, puis tu mets 20 personnes à la porte du jour au lendemain, puis garder ton monde motivé après. C'est ceux qui réussissent à faire des gros layoffs, là, ça te prend une carapace là, immense. Là. Moi, 20, ça m'avait brisé le cœur du monde, tu sais, qui... C'est ça. C'était... Ouais, c'est rough. Ouais. C'est une personne ou 2 personnes pour performance. Je suis rendu assez vieux, là, c'est moins tough. 20 personnes parce que ça va moins bien. Je pense aux founders là, qui, du jour au lendemain, ton cash flow descend, puis là, tu te dis, bon, mais ils vont être capables de payer les payes. Puis c'est une des raisons pourquoi moi, je suis jamais devenu entrepreneur. Là. C'est que j'ai jamais eu ce courage-là de dire, hey, mon meilleur ami est entrepreneur depuis 20 ans, puis tu sais, je me souviens à ses débuts, il y avait des journées où il n'y avait pas de paye, là, des semaines, parce que
pensant à son staff. J'ai jamais été capable d'avoir ce courage-là entrepreneurial de dire le monde dépend de toi, là. Tu te trompes, ils mangent pas la semaine prochaine, là. Ouais. Trop ça, mais ou peu. Fait que c'est shout-out au monde, les entrepreneurs, là, c'est des héros, là. Ben, man, c'est un beau témoignage. Merci. C'est quand que tu as eu le doute le plus profond ou la période la plus difficile dans ta carrière? Je dirais, quand je suis allé chez Virtuoso, qui est une compagnie de virtualisation, c'est eux qui ont inventé un peu les containers puis toute cette technologie, c'est une vieille compagnie. J'ai travaillé là. Je suis parti d'attraction en janvier. Je travaillais là 1 an. Puis je te dirais, en COVID, fait que la COVID a frappé en mars. C'était un gros step dans ma carrière. Puis il y a un moment où est-ce que, tu sais, on travaillait beaucoup, là. Tu sais, moi, mon CEO était à Londres, mon staff était en Russie, mon staff était à Seattle. Je travaillais, là. J'avais des QBR à 4 heures du matin. J'avais des meetings à minuit. Puis à un moment donné, j'ai brisé. Je suis comme, je peux plus faire ça. Puis tu sais, ma blonde, elle finissait son externat à l'hôpital, fait qu'elle était pas beaucoup là non plus. J'ai juste, je suis comme, je peux plus, là. Tu sais, du jour au lendemain, j'ai juste écrit à mon boss pour dire, je te donne 1 mois, je vais trouver mon remplaçant, mais je peux pas travailler comme ça dans un, tu sais, avec un North Star, là. Tu sais, c'est du grind. Moi, j'adore grinder, là, mais il y a un moment donné que j'étais comme, j'ai plus l'énergie de faire ça. Puis j'étais payé j'ai jamais gagné autant d'argent, là, après Google, là. Puis j'étais comme, l'argent, c'est plus assez pour me motiver, pour me lever le matin, la nuit, matin et nuit. Fait que là, j'ai douté que je suis encore capable d'être, tu sais, la personne que je veux être. Tu sais, je veux être un super performer dans ma vie. Tu sais, c'est super important pour moi. Puis à ce moment-là, je suis comme, bon, mais peut-être que je l'ai plus, là. Peut-être que j'ai pas ce qu'il faut. Peut-être que je peux pas aller jouer dans la game des compagnies à Seattle puis à Londres. Puis peut-être que je me suis juste rendu compte après que c'est pas ça la vraie vie, là. C'est pas travailler 90 heures semaine, c'est câble, là. Ouais. Il y a un Elon Musk, là, puis good for him, là, mais la balance, c'est beaucoup plus important. Puis, tu vois, en ayant des enfants aujourd'hui, je me rends compte que, tu sais... T'en avais pas à ce moment-là? Non, non, pas encore. Je respecte beaucoup les gens qui mettent leur carrière de l'avant, même avec des enfants et tout, mais je suis comme... C'est tough, là. De sacrifier un pour l'autre. Fait que, ouais, moi, j'ai décidé de briser, là, quitter. Puis je vais te donner un beau shout-out à Guillaume Leclerc qui est chez Move AI, qui m'a pris comme ça chez Move, qui m'a dit, check, on va commencer en tant que consultant, ça te tente de venir travailler avec nous. Puis Move AI, côté culture, c'était awesome là, pour ça. Là. Ouais. T'as tout du monde qui ont été brisés aussi. J'allais dire, oui, ils ont travaillé, mais vous ferez vos recherches, puis ça va aller. Fait qu'il y a de l'empathie. Ouais, vraiment. Fait que, ouais, ça m'a reconstruit. Puis après ça, je me suis dit, je vais réessayer Google. Puis, parce que t'avais déjà essayé par le passé. Non, j'avais jamais réessayé, mais je veux dire, je vais réessayer une compagnie. OK. Tu sais, une place que, tu sais, il faut que tu... Tu sais, chez Google, là, je le dis tout le temps, tu sais, t'es tout le temps le plus cave dans la pièce. En tout cas, moi, je prends pour acquis, j'étais tout le temps le plus cave. Tu sais, les expectations sont folles, là. Tu peux pas juste dire, je vais prendre une semaine off, là, tu sais, puis je vais juste surfer. Tu peux pas faire ça. Parce que le gars en arrière de toi ou en avant de toi, il est craqué, là. Fait que, ouais. C'est hot, man. Ben, merci pour le partage. On s'en va vers notre closing, mon vieux. Ouais. On s'en va vers notre closing, puis j'ai des petites questions qui me restent que j'ai vraiment envie de te poser. Ouais. On a parlé de l'intelligence artificielle comme at large, puis t'as comme donné un peu d'exemples de comment tu peux l'utiliser ou comment toi tu l'utilises, mais mettons, je te demande aujourd'hui, là, dans les use cases, les manières de l'utiliser les plus récentes pour toi, personnellement, ça ressemble à quoi, hein? Et moi, j'utilise Gemini à côté pour vendre mes affaires. C'est bizarre à dire, mais je vais t'expliquer qu'est-ce que je fais. Ouais, ça m'intéresse. Maintenant, on veut ouvrir, on a un bureau US, etc., mais tu sais, on veut ouvrir l'Est, Boston, New York, Philadelphie, tout ça. Ouais, OK. Habituellement, il faudrait que tu payes Zoom Info. Il faudrait que tu payes plein d'affaires là, pour te construire un plan qui fait du sens, puis trouver qui parlait, etc. Je te dirais, quand tu utilises Deep Research,
Tu peux lui dire, tiens, bon, je suis une telle business, je fais ça, les clients que je cherche, c'est ça. Peux-tu me, tu sais, là, je suis comme, OK, mais sors-moi la liste des 100 clients potentiels pour le type de business qu'on est, qui tu penses fit avec blablabla, blablabla. Ouais. Mon gars, ça sort, là, de la magie, là. T'as des noms, des compagnies, qu'est-ce qu'ils ont, mettons, sont-tu publics, qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement? Faire ça avant, là, ça te prenait 8 analystes, un mois, ça coûtait, tu sais, Zoom Info, là, ça doit être genre 2500$, là. Pour ceux qui connaissent pas. Zoom Info, excuse-moi, Zoom Info, là, c'est une base de données où est-ce que tu as toutes les entreprises, les produits qu'ils veulent acheter, leur hot, cold sur tel produit, nombre d'employés, qui est VP, whatever. Tu peux te créer des listes, tout ça, ça coûte. C'est powerful, là. Souvent, quand tu te fais appeler par un vendeur de ce logiciel, c'est parce que ton info personnelle est dans Zoom Info. Ton info est indisponible. Attends, moi, je prends pour acquis que tout le monde, mon numéro de téléphone à quelque part, je m'en sors pas. D'ailleurs, ton numéro, c'est... Non. Mais d'utiliser ces tools-là juste pour... Hey, je veux faire ça, puis voir qu'est-ce que ça donne. Moi, chaque jour, ça me flabbergaste. Ça me flabbergaste comment c'est puissant. Puis, Jean-Luc, y a-t-il une raison pourquoi tu es plus dans la famille Gemini? C'est parce que tu as une relation avec Google d'amour? De l'amour. Puis tu sais, je l'ai dit tantôt, tu choisis une famille puis tu te maries avec, là. Moi, tu sais, j'utilise BigQuery, j'utilise Gemini, j'utilise Google, j'utilise Gmail. Tout ça ensemble, ça vient powerful. Tu sais, j'avais, pas longtemps, j'avais encore mon téléphone Google, j'avais mon MacBook. Fonctionne pas ensemble. Puis une fois que tu ramasses ton iPhone puis que tu prends ta caméra directement de ton iPhone, tu sais. Fait que pour moi, c'est la même chose en AI. Choisis une famille puis Gemini. Mais tu sais, j'utilise les images, ChatGPT, c'est meilleur. Mais les histoires que je fais à mon gars sont dans ChatGPT. OK, tu fais ça? Ouais, c'est un truc de parents. Tu peux dire, ben, crée-moi une histoire de dodo de 3 minutes ou peu importe le temps. Celui que je le fais, c'est Jules puis Jordan, mes enfants. Tu sais, mes enfants, c'est ça. Ces temps-ci, ils trippent sur les dinosaures. Puis je veux que l'histoire soit sur le courage. Ou pas avoir peur du noir. Puis fais-moi des images avec ça. Puis on prend l'iPad, puis on lit l'histoire, puis il y a des images de Jules avec un dinosaure où il y a un dragon qui met de la lumière dans un truc de papa. Truc de papa inimaginable, ça prend 1 seconde, puis t'as l'air d'un héros parce que tes histoires sont jamais pareilles. Très cool, ouais. J'ai un de mes potes. Tu peux le faire en son aussi maintenant, là. Ouais? Ouais. Qu'est-ce que tu utilises pour faire du son? Sora. Dans le fond, j'utilise en Sora, mes gars trippent ses écureuils, des Montréalais. Puis quand je suis en voyage, je leur fais des clips d'écureuils qui leur dit bonne nuit. C'est niaiseux, mais je suis comme... puis les gars, ils trippent, là, ils sont comme super contents. Puis... Fait que pour ça, la tech, je m'excuse, j'allais dire à Amélie de Diagramme qui disait qu'on l'utilisait pour rien, là, des fois, le AI, puis que je vais tuer la planète. Désolé. Mes enfants dorment. Fait que dans les SaaS que tu utilises le plus, les outils tech, c'est-tu pas mal ceux-là? Y en a-tu d'autres que tu veux faire des shout-outs? Je suis vraiment là, poche dans mes SaaS. Là. Je suis, je dirais HubSpot. Ouais, j'adore HubSpot d'amour. Là. C'est le fun. Salesforce, là, c'est bien gros, mais HubSpot, c'est agile. J'utilise Feedly. Moi, je dirais que Feedly AI, là, c'est les RSS, là, d'avoir toutes ces lectures à la même place, on se trouve tellement de temps. Puis je te dirais, j'utilise Claude pour le développement web. J'essaie des affaires avec ma blonde, des apps. Si vous voulez essayer quelque chose de le fun, là, ayez une idée, là, puis développez-la en couple. C'est bizarrement, ça rapproche plus que la nouvelle série de Netflix. Puis je vais arrêter là. Je suis pas... j'utilise pas tant de choses. Mais je dirais d'aller à la conférence SaaS. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. La conférence, ça se passe? Ouais, c'est quand déjà? Viens-tu? Le 10 septembre. Ah, OK. Puis il reste des billets? Ouais, sur conf.sassepasse. Mais il en reste moins, c'est ça? Fait qu'il faut se dépêcher. Faut se dépêcher pour acheter des billets. Ben toi, merci pour la plug, mais je m'en allais justement te demander si toi, t'en avais d'autres plugs. Y a-tu quoi que ce soit que tu veux plugger par rapport à toi, ta carrière, la compagnie que tu représentes? Suivez-moi sur LinkedIn. First thing first. Jean-Luc Sancartier. Yes, on fait chez SBI pas mal de webinars avec rien à vendre. C'est bizarre, sachant mon profil. Ouais. Mais on fait Data for Finance le 20-21 août. Vous pouvez checker sur LinkedIn. Puis on fait agent pour dans Power BI. Tout le monde utilise Power BI là, au Québec. Fait qu'on comme on met des agents là-dedans,
Je pense que c'est rocket science. Moi, quand j'ai vu le démo, puis les gars ils m'ont montré comment ça fonctionne, je suis comme, mais moi, je peux le faire. On fait du bon contenu. Ouais, ben oui, c'est cool. Puis ça, j'imagine que tu le postes ou tu le republies sur LinkedIn, ces choses-là. Of course. Mais consultez du contenu, je dirais, de partout. Ça serait mon conseil. Lisez le plus. Soyez curieux. Écoute, soyez curieux, c'est un excellent principe sur lequel finir, dude. Fait que merci, je suis vraiment reconnaissant pour ton temps, dude. Je suis excité. Moi, je suis un fan, là. Fait que je suis content d'être là. Merci pour tout, mon vieux. Ça aussi. All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus que 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie puis qu'on se rende à 1000 puis qu'on se rende à encore plus que ça. Ben franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi, j'amène dans l'infolette. Fait que, si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face, en théorie. Puis sinon, il y a dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez Ça se passe puis Beehive, c'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir, puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. All right, folks. Un petit shout-out à Missive, partenaire produit Ça se passe. Missive, c'est un email client multijoueur qui réinvente la boîte courriel pour aider les équipes à mieux communiquer puis collaborer. Il y a au-dessus de 3500 entreprises à travers 75 pays qui leur font confiance, dont Ça se passe, et un paquet de SaaS. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec Phil Lehoux, le co-founder, sur ce qui s'en vient pour Missive. OK, de retour au pod. Ça se passe, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté de tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets, parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez Ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Léviat Légal, des avocats qui sont tech et founder friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec les AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market.
Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!